de vrai dans cette direction. Il va falloir être super discret si on veut sortir d'ici vivant. Oh, t'as pas l'impression d'exagérer un peu? Je veux dire, on fait ça depuis qu'on est gosse, de fouiller là on devrait pas, et puis ça s'est toujours bien passé, alors sortir d'ici vivant... Ça dépend ce qu'on appelle bien se passer. Je rappelle qu'Inami s'est cassé les 2 jambes une fois et que Sébastien a carrément failli passer. Ouais, c'est vrai. Mais failli, c'est le mot, c'est important. Il s'en est tiré comme d'hab, et puis... les enfants, ça meurt pas comme ça. C'est bien connu, la bonne étoile, la chance. Alors déjà non. Et puis quand bien même ça serait vrai, je te rappelle qu'on n'est plus des enfants. C'est fini l'insouciance, on cherchait juste à passer le temps. C'est sérieux ce qui se passe. Non seulement c'est plus juste la curiosité qui nous a amenés ici, je te rappelle qu'on est là pour trouver un moyen de sauver Mariana et tous ceux qui sont tombés malades, Ça, c'est vrai. mais les dangers ils sont réels. On est passé derrière des tourelles, des putains de tourelles. On n'est pas des enfants de Dieu comme dans les histoires d'Espagne, on est juste des ados mal dans leur peau, mais il n'y a que nous qui pouvons faire ce qu'il faut. Alors, s'il te plaît, éteins ta lampe torche et suis-moi, discrètement. Cet épisode est dédié aux générations futures. Qu'elles ne perdent jamais la curiosité et l'émerveillement. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 20e épisode du podcast Du bruit derrière l'écran. Le podcast inclusif qui parle de jeux de rôle sans s'y jouer. Ici, on n'a pas peur de froisser les Jean-Michel réalistes et on genre tout au féminin ou au neutre quand on y pense. Bonjour Célène, comment vas-tu ? Eh ben ça va, écoute, extrêmement fier que ce podcast compte désormais 20 épisodes, c'est quand même incroyable. Ouais. Mais voilà, sinon, à part ça, ça va. Et toi ? Alors, mois d'avril émotionnellement éprouvant. J'en avais un petit peu parlé dans l'épisode précédent, mais mine de rien, on l'a enregistré à la moitié du mois. Donc, histoire de compléter, oui, la deuxième moitié du mois était pire. Mais non, t'es descendu, je t'ai fait découvrir un jeu incroyable, dont on parlera peut-être bientôt d'ailleurs. C'est vrai. Mais il s'est passé d'autres choses, on va pas revenir dessus. Il faut se concentrer sur le positif, c'est tout. Non, mais comme une fois encore, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que c'est pas forcément des choses négatives. Il y en a eu, mais pas que. C'est juste émotionnellement, et donc moi, je suis encore en contre-coup, je suis encore émotionnellement lavé, lessivé. Sinon, l'épisode d'aujourd'hui, de ce mois, a été source de beaucoup de stress pour moi, pour plein de raisons différentes. Voilà, pour plein de raisons différentes. Déjà parce que c'est un jeu qui me tient énormément à cœur, émotionnellement comme ludiquement. C'est-à-dire qu'il y a une attache émotionnelle et même ludiquement, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc il y avait une pression liée à ça. Surtout que pendant la première moitié de la première saison, j'ai eu ce rapport un peu inversement proportionnel. Plus je parlais d'un jeu que j'appréciais, moins j'étais content de l'épisode que je faisais. Je ne vais pas forcément étaler ça, mais c'est vrai que j'ai beaucoup été déçu, notamment à l'épisode sur Masque, qui est bien en soi, mais moi, je n'ai pas été satisfait de la manière dont j'ai été pendant l'enregistrement. C'était pas forcément grand-chose, mais du coup, il y avait ce stress-là que j'avais dans un coin de ma tête. En plus, on va parler d'un jeu qui est quand même plutôt connu au vu de la moyenne de ce qu'on parle d'habitude. C'est vrai. Mine de rien, je trouve que c'est un stress de parler d'un jeu quand même un peu plus connu, que potentiellement tomber plus facilement dessus. Donc, il y a des chances non négligeables que cet épisode puisse être le premier épisode vu pour quelqu'un du podcast. Oui, je peux le que quelqu'un voit, oui, absolument, oui, tout à fait. Alors bonjour, oui, voilà. Installez-vous, à moins que vous soyez un mascu, auquel cas dégagez, mais... ou un nazi, auquel cas mourrez, ce sera encore mieux. Mais avant de faire ça, regardez l'épisode de 2 heures et quelques sur Sigmata, juste pour la blague. Oui, voilà. Et puis sur It's the Reich, vous enchaînez avec It's the Reich. Ça fera des vues parce qu'il n'y a pas assez de vues sur It's the Reich en plus. Voilà, et vous mettez des commentaires haineux. Moi, je les supprimerai, mais c'est pas grave, ça fera de l'engagement. Non, mais dans la même veine d'ailleurs de premier épisode, entre le dernier épisode et celui-ci, il y a eu quelques abonnements en plus, pas énormément, mais quand même, il y a eu des nouveaux abonnements. Quand même, si, ouais, il y en a eu pas mal. Un nombre conséquent. Non, puis voilà, en plus, le podcast a fait son chemin vers d'autres podcasteurs de JDR francophones, comme Ossium notamment. Oui, qu'on salue, d'ailleurs, beaucoup.
Et donc pareil pour tout ce monde-là, potentiellement. Alors du coup, cet épisode n'est pas le premier vu qu'il y a eu l'abonnement, mais ça peut être potentiellement le premier épisode depuis abonnement. Et je sais pas pour toi, mais moi, c'est quelque chose qui impacte beaucoup quand je m'abonne à une chaîne ou un podcast. Premier épisode qui sort après, je trouve que ça permet de confirmer un petit peu l'essai. Alors moi, en général, quand je m'abonne à une chaîne, alors c'est plus joué pour les podcasts que pour les chaînes YouTube, cela dit. Mais quand je m'abonne à un podcast qui a déjà 152 épisodes, je vais d'abord écouter les 152 premiers avant d'écouter le 153e. Donc voilà. J'entends. Peu de pression pour moi de ce côté-là. Ouais. D'autant que c'est ton épisode, donc tu te débrouilles. Oui, en plus, de toute façon. Voilà. Donc, il y avait tout ça. Et puis, indépendamment de ça, et j'insiste que c'était vraiment indépendant de ça, on peut penser que ça l'a causé, mais non. En plus, j'ai eu un gros syndrome de la fée blanche sur cet épisode. Pas mal de retard en termes d'écriture. Au point, d'ailleurs, où je peux l'avouer d'ailleurs, j'étais prête, vu qu'en plus, c'est un système que je connais bien. Il fallait que je me remette en tête, mais c'est un système que je connaissais bien. J'étais prête à l'enregistrer sans l'avoir écrit du tout. C'est-à-dire que là, qu'on se le dise, il est écrit, mais quand toi, je t'ai dit, je suis prête à enregistrer, après, c'est passé quelques jours, rien n'était écrit. C'était enregistré, ça a été écrit depuis. C'est juste, il y a un jour, le 13 en l'occurrence, on peut dire le 13, ça m'a pris et j'ai tout écrit d'un coup, en quelques heures. Donc voilà, ça a été un épisode un peu du stress, mais ça va aller. Parce que tu écris tes épisodes maintenant. C'est nouveau. Alors, non, jamais entièrement. Mais je les écris un peu plus qu'avant. Tu vois. Disons que je les prépare un peu plus qu'avant. Je troll, mais en vrai, je m'en suis rendu compte. Preuve d'ailleurs que j'ai eu raison de ravaler mon mode de fonctionnement que j'avais depuis 20 ans et de me mettre quand même à écrire des trucs un peu à l'avance de temps en temps. Donc ça me fait plaisir que tu t'en sois rendu compte, parce que du coup, ça prouve bien que c'était pas pour rien, quoi. Ah non, c'est clairement pas pour rien. Moi, je pense que c'est nécessaire. Bon, bien sûr, je vais prendre l'exemple de Sigmata. C'est pas possible d'être pertinent pendant 3 heures. Donc forcément, il faut écrire. Si l'épisode fait 30 minutes, en vrai, tu peux ne pas écrire. Mais si l'épisode fait 3 heures, c'est impossible d'être pertinent pendant tout ce temps. Non, parce que même à la base, c'est même quand je disais que je n'écrivais pas du tout les épisodes, j'y réfléchissais avant, c'est juste que je ne formulais pas les idées. Mais effectivement, quand tu as une certaine longueur, même si tu as déjà réfléchi à tes idées, à ce que tu vas dire avant, il faut que tu les organises un minimum, quoi. Et puis que tu n'en oublies pas aussi. Oui, voilà. Enfin bon, on n'est pas tellement là pour parler écriture d'épisodes, même si je suis sûr que ça intéresse certaines personnes. Peut-être que des gens peuvent rejoindre le Discord pour nous poser des questions pour la FAQ sur l'écriture des épisodes, comment ça se passe. Bon, vous avez déjà beaucoup les coulisses. Il y a peut-être des questions dessus qui pourraient être super intéressantes à traiter. Donc je ne sais pas. À vos claviers, le lien du Discord est dans la description, comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas. Il paraît qu'on ne mord pas, même qu'on est plutôt drôle. Il paraît, ouais. Bon, moi personnellement, je mords pas mal de gens, mais pas devant les autres, quoi. Mais chut, il ne faut pas révéler la mascarade. Non, effectivement. En parlant de questions, cela dit, j'ai une question pour toi. Eh bien, j'ai peut-être une réponse. Tu choisis un, tu réponds au choix, soit par rapport à toi maintenant ou toi quand tu étais enfant, ou les deux, selon. Ouais. La question étant, est-ce que tu es curieuse, et plus précisément, quel est ton rapport de force un peu, le ratio entre ta curiosité et ta sécurité, en sécurité ou instinct de préservation. Donc jusqu'à où ta curiosité peut t'amener avant que la préservation te mette un stop. Alors, déjà, pas au niveau film d'horreur où on fait des groupes de 1. Tu vois, ça clairement, je n'irai pas jusque-là. Alors même si, j'ai cité ce trope, je vais être obligé de le commenter, navré, c'est comme ça, c'est le jeu. Les personnages stupides dans les films d'horreur, c'est quelque chose qui est important pour avoir un film d'horreur. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de film. Si tout le monde est intelligent tout le temps, il n'y a pas de film. Et ce n'est pas intéressant. Donc arrêtez de dire que les personnages de films d'horreur sont bêtes et que c'est pas intéressant et tout, parce que s'ils n'étaient pas bêtes, il n'y aurait pas de film et vous n'auriez rien à voir. Oui. C'est comme le fait que les adultes soient des incapables quand les personnages principaux sont des enfants. Si les adultes seraient capables des choses, les enfants ne seraient pas... Il n'y aura pas d'histoire. Tu vas peut-être spoiler ton épisode là, c'est n'importe quoi là. Non, je vois pas de quoi tu parles. Le problème, c'est que je n'ai pas vraiment de certitude sur mon degré de curiosité quand j'étais plus jeune. Enfin, même quand j'étais petite, quoi. J'ai que des impressions. Là. Il y a 2-3 trucs où je sais, mais c'est assez flou. Donc, je peux donner un sentiment, mais ma réponse ne sera pas fiable. Je dirais que j'étais quand même plutôt prudente quand j'étais petite. Difficile de graduer cette chose-là, mais j'étais plutôt du côté de la prudence. Je pense qu'aujourd'hui, enfin la prudence avec excès, j'ai envie de dire, sans non plus dire que je n'allais jamais rien faire ou quoi que ce soit, voilà. J'étais capable de me faire peur toute seule, et donc de ne pas aller faire des choses
qui était un petit peu intrigante. Aujourd'hui, je pense que je le suis un petit peu moins. C'est-à-dire, je reste prudente malgré tout. Hein, je ne suis pas spécialement casse-cou, qu'on se le dise. D'autant plus que... Je vais le lire à chaque épisode, hein, mais ayant épouse et enfant, je peux pas non plus faire n'importe quoi. S'il m'arrivait quelque chose, il y aurait nécessairement des conséquences. Oui. Donc, j'ai une responsabilité supplémentaire que je ne peux pas engager comme ça à tort et à travers, puisque ma famille a besoin de moi. Cela dit, bon, j'évalue quand même mieux les risques que quand j'étais enfant. Forcément, hein, je pense que c'est le propre des adultes. Enfin, en tout cas, sans forcément C'est parler l'idéal, d'adultes, quoi. mais c'est le fait de grandir, Ouais. tout simplement, d'évaluer les risques. Parce que, un exemple tout bête, parce que quand j'étais petite et que je faisais du ski, oui, parce qu'il y avait de la neige à l'époque, je suis vieille. On était parti une fois avec des amis, dont une femme qui avait le niveau flèche, je crois, qui est donc une médaille de ski un petit peu avancée. Hein. J'ai pas une connaissance exhaustive des médailles de ski, mais je sais que c'est quand même pas C'est l'ourson, pareil, hein. tu vois, j'ai envie de dire. Voilà. Et elle partait sur les pistes et moi je la suivais à genre 6 ans, quoi. Et elle ne savait pas que je la suivais. Effectivement. Oui. Elle avait peut-être 7 ans, j'en sais rien. Mais moins de 8 ans, parce après 8 ans, on a déménagé. Donc ça ne pouvait plus être avec elle. Et l'année d'après, quand on est retourné, donc j'avais un petit peu grandi, et là, je commençais à me chier dessus parce que je commençais à évaluer les risques et à avoir peur. Donc voilà. Et maintenant, encore plus. C'est-à-dire maintenant, je sais de quoi je suis capable aussi. C'est quand même Oui, bien. ça, Je sais de quoi je suis capable et je sais de quoi je suis pas capable. Donc par extension, je connais assez bien mes limites. Ce qui fait que si je prends un risque, c'est un risque mesuré. Et au final, c'est pas vraiment un risque puisque j'estime que je pourrais le surmonter. Je sais pas si je réponds efficacement à ta question Ouais, si. ou pas, mais voilà, je pense que c'est pas mal. Et toi, alors, parle. Alors, moi déjà, en tant qu'enfant, assez rapidement, cela dit, parce que c'est assez simple. Quand j'étais enfant, j'étais plus simple à décrypter. J'étais très curieuse. Déjà, moi, j'ai souvenir d'être assez curieuse. Et puis, si on demande à 99% des personnes qui étaient adultes ou ados quand moi j'étais enfant, qui m'ont connu à ce moment-là, tous dire que j'étais curieuse. Donc très, très curieuse et aucun sens du danger. J'aurais tendance à dire, heureusement que j'ai vécu dans le ventre mou de la classe moyenne et qu'il n'y avait aucun danger aux alentours. Mais en même temps, si ça n'avait pas été le cas, j'aurais peut-être un peu plus de sens du danger, cela dit. C'est pas faux. Mais donc, ouais, non, vraiment, curiosité, alors sans aucune borne. Typiquement, j'aurais pu être très, très facilement propulsé dans l'univers du jeu dont on va parler ce mois-ci. Les problèmes en moins, c'est dire. En tant qu'adulte, par contre, si vous avez écouté la plupart de nos épisodes, vous savez que c'est un grand classique, je me suis foutu dans la merde avec ma propre question. Alors, t'inquiète pas, parce que moi, c'est pareil. J'écris des questions géniales, n'est-ce pas? Et je pense même pas à y répondre. Non, mais c'est même pas ça, c'est que j'y réfléchis, mais juste je suis incapable de répondre à cette question. Parce que en m'analysant moi-même, en faisant attention aux signaux que je peux m'envoyer à moi-même dans mon comportement, dans la façon dont je réagis aux choses, j'ai des signaux contraires très forts qui vont dans les deux sens en fait. C'est-à-dire que autant quand je vois mon rapport à la curiosité, le fait de découvrir des choses, le fait de vouloir croire à des choses, voire de vérifier des choses, vraiment ma curiosité globale. Attends, excuse-moi, je te coupe à ce moment-là, mais là, c'est super intéressant parce que moi, c'est vrai que j'ai pas répondu sur le thème de la curiosité, mais sur celui de la prise de risque, au final. Et on peut être extrêmement curieux en ne prenant aucun risque. Oui, mais justement. Voilà. Tu fais bien de le préciser, mais justement. Oui. Non, mais parce qu'il faudrait que je revienne sur ma réponse pour parler de la curiosité aussi. Mais voilà, je te laisse finir, bien sûr. Sans aucun sens commun en termes de où s'arrêter. Ça peut faire écho aussi à une autre question qu'on a eue dans un autre épisode, c'est sur un autre sujet, mais voilà, encore, ça se regroupe, le fait de faire un pas trop, d'aller trop loin. Oui. Et c'est un peu aussi un rapport que j'ai avec la curiosité. C'est un truc que j'ai souvent tendance à dire sur le coup de l'humour, mais je trouve que ça se bien. Dans Nécromancien hérétique, tu répondais ça. Ouais, exactement. J'ai eu tendance à dire, moi, dans un monde à la Call of Cthulhu, par exemple, on parle de grandes entités et tout ça, je serais attiré par le culte et les grands anciens comme un papillon de nuit sur une lampe, et tel un papillon de nuit contre une lampe, voilà. Ça finirait pas super bien. C'est un peu l'imagerie que j'ai de ma propre curiosité. Et sans aller sur les grands anciens, bien sûr, c'est un truc que j'ai pu voir, d'ailleurs. Il ne s'est jamais rien passé de grave, mais j'ai pu me rendre compte, et notamment dans l'histoire récente, que ma curiosité
pour rester très vaste, hein, et mon esprit critique a tendance à m'amener à jusqu'à un point où j'aurais pu réfléchir, enfin, j'aurais pu faire preuve de plus de retenue, tu vois? J'ai peut-être allé un petit peu trop loin par rapport à moi-même. Ça, c'est une première expérience. Mais à côté de ça et dans la même période, hein, de temps, enfin, voilà, c'est pas 2 périodes de ma vie différentes, dans la même période de temps, j'ai tellement de mal de sortir de ma zone de confort, j'ai tellement peur des conséquences et voilà, peur de la sortie, on va dire. Pour te dire, il y a un truc, ça m'avait marqué. Alors bon, là, c'est la réaction face à un film, mais mine de rien, les réactions qu'on a en pensée face à ce qu'on voit, quand même, c'est pas anodin. Il y a pas longtemps, avec un ami, j'avais vu un film, c'était Alita Battle Angel d'ailleurs. Ah oui. Et à un moment, il y a une scène d'action et le personnage principal saute dans un trou de plusieurs mètres, hein, dans des sous-sols pour aller chasser quelqu'un d'autre. Et c'est pourtant une scène d'action épique et tout. Et moi, la première chose, vraiment, l'instinct qui m'est venu en tête, c'est comment tu vas faire pour remonter. Je trouve que ça dit quelque chose quand même de ma façon de réfléchir. Ouais, c'est une super cyborg, voilà. Mais Ouais, oui, non, mais je toi, comprends. c'est instinctivement, c'est la première chose. Donc, j'ai un peu la sensation d'être à la fois capable de faire preuve d'une curiosité sans borne, sans aucune pensée pour ma sécurité ou la préservation. Mais dans un sens, mon sens de la survie est tellement exacerbé que j'ai du mal à aller plus loin que ce qui est su. Donc, c'est deux signaux un peu opposés, donc je ne peux pas répondre à cette question. Je pense que, en revenant, du coup, moi, à mon tour, sur la question, je vais peut-être te débloquer quelques éléments. C'est-à-dire, moi, pour que ce soit enfant ou maintenant, je suis d'une curiosité absolument maladive. Alors aujourd'hui, j'ai appris à me contrôler, mais voilà. C'est-à-dire, quand j'étais au collège, si tu commençais une phrase, il fallait que tu la finisses. Quelqu'un qui commençait une phrase et qui s'arrêtait, physiquement, j'étais mal. Ouais. Pour autant, prise de risque, non, quoi. Oui. J'ai une curiosité intellectuelle. J'irai pas me mettre en danger. Ça, clairement pas. Ouais. Mais je suis curieuse d'un million de trucs. Effectivement, se gère différemment, c'est sûr. Voilà. Mhm. Et si on était dans Cthulhu, c'est-à-dire que si la magie était possible, c'est sûr que je m'y adonnerais. Donc je sais pas si ça donne de l'eau à ton moulin ou pas, mais il y a d'autres manières d'être curieux, curieuse que de se mettre en danger physiquement. C'est sûr, c'est sûr. Bah après, alors je vais pas forcément revenir dans le détail parce que justement c'est de l'ordre du privé, mais comme je dis justement dans l'expérience récente, c'est même au-delà de ça, c'est que c'était un peu un mix des deux vu que c'était, je suis allé un pas sans conséquences graves, hein, je précise bien sûr, et c'était surtout pour moi-même, mais je suis allé un pas trop loin et c'était une mise en danger, mais intellectuelle de ma part. Oui. Enfin bon, toujours est-il, nous allons passer aux références culturelles de ce mois-ci. J'en ai quelques-unes. Déjà, a commencé la série Stranger Things, dont je n'ai jamais regardé la dernière saison d'ailleurs. Enfin, les 2 dernières saisons. J'ai vu 3 épisodes. Ouais. De toute la série. Ouais, non, mais il y a aussi, pour un peu plus vieux, le film Les Goonies, qui marcherait bien. Ouais. Moi, je pensais plus à les adaptations récentes de ça, de Stephen King. J'ai hésité à mettre ça. Moi, je trouve que ça mérite. J'ai fini par le pas me mettre, mais en vrai, oui, ça se tient. Ça se tient. Sinon, pour une référence un petit peu plus vidéoludique, les 2 premiers opus de la saga des jeux Mother, donc connus Earthbound. hors dehors du Japon comme Earthbound, bien sûr. Mais disons que c'est Mother 2 qui est connu comme Earthbound. Donc, oui. Oui, donc, Mother 3 Earthbound 2, oui. Ouais. Donc les 2 premiers Mother, c'est assez drôle. Enfin, non. Vous comprendrez quand on va aller plus loin dans l'épisode, mais parce que le tout premier jeu Mother se passe en 1989, donc dans les années 80. Et le deuxième, la date n'est pas précise, mais on sait que ça se passe durant les années 90. Pendant les années 80 et la suite pendant les années 90. Oui. Vous allez voir, c'est drôle. Je vois bien où tu veux en venir. Non, sinon, pour le retour de la série, il y a la série Gravity Falls, que j'adore du plus profond de mon cœur et que j'ai failli oublier dans les références. Qui marche très très bien aussi, sûrement l'une des références les plus pertinentes. En jeu vidéo, je me demande si Little Nightmares ne marche pas bien aussi. Je ne l'ai pas mis dans les références. Est-ce que ça marcherait ? Je suis pas sûr. C'est un peu trop horrifique, mais il y a un certain nombre de choses qui fonctionnent. Et peut-être un peu trop, j'allais dire, fantastique, au sens littérature du terme. C'est moins ancré dans le réel, peut-être.
Je sais pas si tu vois ce que je veux Ouais, dire. enfin, le 2, en tout cas, est Ah, relativement ancré dans le... Je sais pas, j'ai connu que le premier. Je situe pas du tout le deuxième, c'est pour ça. Le 2 explique un certain nombre de choses, et notamment des choses du premier. Donc, en D'accord. fait, Bah, c'est- tout est rationalisé. D'accord, bah, c'est pour ça. Mais du coup, ouais, sûrement. Enfin, rationalisé. Il reste une dimension surnaturelle, hein, bien sûr. Mais... Oui. Pour ce qui est des découvertes, c'est-à-dire des références culturelles que j'ai découvert en cherchant des références culturelles, j'adore quand ça fait ça. La BD, le comics Paper Girls, dont j'ai oublié de noter l'auteur, mais quand je t'en avais parlé, ça t'avait fait réagir. Donc, Brian K. Vaughan. voilà. En regardant sa bio, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais déjà lu pas mal de choses faites par ce monsieur, mais je ne situais pas encore son nom à ce moment-là. Mais ouais, Paper Girls que j'ai découvert en l'occurrence, qui est l'histoire de quatre jeunes filles dans les années 80, donc justement le rôle de Paper Girl, donc des personnes qui distribuent le courrier à vélo et qui vont être embarquées dans une histoire de voyage dans le temps. Pour te dire, je l'ai rajouté dans ma liste de choses cadeaux. à lire. Non, même au-delà de ça, d'idées de cadeaux pour mes proches, et j'ai l'onglet d'ouvert pour commencer à lire. J'ai lu les premières pages. D'accord, excellent. Vraiment très fan, et ça fonctionnerait très bien pour le jeu de ce mois-ci. Effectivement, oui. On retourne à la jeu vidéo. On a 2 jeux que je possède mais que je n'ai jamais joué et que c'était à faire un jour. On a les jeux Oxenfree et Night in the Woods qui fonctionnent bien aussi. Là, potentiellement, vous commencez à avoir un certain leitmotiv qui se dégage quand même avec toutes ces refs-là. Ainsi que la série Dark, pareil, que j'avais commencé, que j'ai jamais terminé. Pourtant, elle était bien, mais jamais terminé. J'ai vu les 10 premières secondes, j'ai dit ça a l'air merveilleux, c'est fantastique, il faut que je la voie, et je l'ai pas regardé. Bah, enfin, pas deux, parce que je suis allé un petit peu plus loin, mais j'ai regardé 2 épisodes, quoi. Et pareil, je me suis dit, ça a l'air très cool, et puis le temps a passé. Je vais spoiler les 10 premières secondes, il y a un mec qui est pendu, il y a un mot, ouvrir cette lettre à Noël, je crois, ou un truc comme ça. J'ai arrêté là, je fais c'est génial. Voilà. C'est mon expérience avec la série Dark. C'est littéralement les 10 premières secondes. Et sinon, après, on a 2 autres références que je suis moins sûr, mais je trouve qu'elles fonctionnent bien quand même. Il y a le film War Games, donc les années 80. Ouh là là, oui, ça date, oui. Les années 80. Évidemment, je suis allé chercher la filmographie des années 80. Bien sûr. Donc, ça m'a semblé quand même assez pertinent. Je suis moins convaincu, mais je trouve que ça marche pas trop mal. Non, mais si, oui, je suis tout à fait d'accord. Et E.T. J'ai eu un gros doute, un gros débat avec moi-même. Bah oui. Mais oui, ça me semble pertinent quand même. C'est pertinent, oui. Il y a des vélos, donc ça marche. Bah oui, après t'as une bonne partie de la filmographie de Spielberg avec des enfants, t'as Super 8 aussi de Jar Jar Abrams, là. Et puis pour terminer, il y a 2 autres références culturelles qui sont un petit peu particulières, vu que, alors, comme vous l'avez vu sur le titre, je pense, on va parler techniquement de 2 jeux, donc on va parler d'un jeu et de son extension. Ces 2 références culturelles-là sont... C'est plus une suite qu'une extension, je dirais. Mais... Le Kickstarter dit les 2, je l'ai dans mon script d'ailleurs, c'est à la fois les 2. D'accord, ok. Mais voilà, donc ces 2 dernières références culturelles sont plus pour la suite, donc ça pourrait marcher pour les 2, mais voilà. Il y a la série des Life is Strange, je trouve, qui marche bien, même pas tant en tant que propos, mais juste étonnamment en termes d'ambiance, surtout le premier. Malgré le fait que ça se passe dans l'ère moderne, mais voilà, il y a une ambiance qui marche bien. Mon enfer personnel. Ouais. La dernière référence culturelle, c'est un petit peu particulier, vu que c'est une œuvre qui n'existe pas encore, mais qui est prévue. Et j'ai pas besoin d'attendre qu'elle sorte pour savoir qu'elle marche. C'est l'adaptation filmographique d'Alice is Missing. Je sais que ça marchera. Pas totalement, mais je trouve que pareil, en termes d'ambiance, il y a quelque chose. Bah, c'est juste que t'as des enfants, quoi. Non, je trouve que l'ambiance marche bien, je trouve. Je sais pas. Je mets quand même un distinguo assez net entre ces 2 œuvres, quoi. Mais... Il n'y a pas de côté fantastique, on va voir que ça a son importance, mais je sais pas, je trouve qu'il y a une ambiance qui ressort. Mais... il y a un des grands principes qui est potentiellement bafoué dans Alice is Missing. Ce sera probablement pas le cas du film, mais c'est possible dans le jeu. Alors justement, comme j'ai dit, ces 2 dernières références culturelles sont surtout pour la suite. Ah oui, en effet. Alors, je n'ai rien à dire. Par contre, moi, j'ai d'autres jeux que je voudrais citer. Oui. J'avais parlé de Little Fears. Je développerai un peu plus tard pourquoi.
parce que je vais quand même te laisser présenter le jeu. Alors c'est plutôt vrai pour le premier que pour le deuxième, Little Fears. Encore que, parce qu'il n'y a pas cette histoire il n'y a pas ce principe-là dans Little Fears. C'est un jeu où on joue des enfants de 4 à, je crois que c'est 12 ans, 13 ans, qui vont lutter contre les créatures du monde du placard. Oh. Qui sont là pour voler l'innocence, pour voler les enfants, pour récupérer leur innocence, parce que justement les enfants peuvent croire en la magie des choses. Et donc c'est un jeu qui parle d'enchanter le monde, quoi, en fait, quelque part. Le deuxième jeu auquel je pensais, c'est Sunrise Scout, donc un one-page RPG. On en parlera un jour peut-être, des one-page, où on joue des scouts dont le chef scout a disparu et il y a du surnaturel qui explique la disparition, il faut réussir à trouver une solution, etc. etc. On y avait joué, donc. Alors, juste parce que j'ai essayé d'écrire en même temps, comment c'est déjà Sunrise Scout. Scout, pardon. Les scouts du coucher de soleil, du lever de soleil, pardon. Les scouts de l'aube. Ça fait, en français, ça fait le nom de vieille série télé des années 70, genre les brigades du Til. Ouais, un peu, ouais. Ils sont les scouts de l'aube. Et ça, oui, si, dans le dernier truc, je suis obligé de parler de ça. Je suis obligé de parler de Lock and Key, le comics, et probablement la série, je l'ai pas vu, mais moi j'ai lu le comics et je suis obligé de parler de Lock and Key. Ça me fait penser, il faut que je le rajoute pareil dans les idées de cadeaux à mes proches d'ailleurs. Oui. Parce que je les avais lus il y a très longtemps, mais je les ai pas, tu vois, il faut que... En plus c'est drôle parce que je les ai lus il y a longtemps et j'avais totalement oublié l'existence de ce comics, cette BD. Et, non, c'est un comics. C'est un comics. Voilà. Et quand je suis allé sur mon BD la dernière fois et que j'ai croisé notamment à certaines artworks, donc je le parlais avant qu'on commence, il y avait aussi Lock and Key et je me suis rappelé l'existence de Lock and Key il y a quelques semaines en plus. Donc vraiment, j'ai pas d'excuse de pas y avoir pensé. Quelqu'un aurait utilisé la clé de tête sur toi pour t'enlever le souvenir de Lock and Key. Intéressant. Lock and Key, qui a quand même eu le prix Will Eisner, donc des meilleurs comics, voilà, joli en passant, à son époque. C'est sorti chez nous en 2011, si je dis pas de bêtises. Et qui est juste scénarisé par Joe Hill, donc le fils de Stephen King. Quelqu'un de bien. Comme dirait l'autre, le talent n'est pas héréditaire, mais des fois la pomme tombe pas loin de l'arbre. Joe Hill est bien meilleur que son père. Oui. Voilà. Tout est dit. Là, je n'ai plus de références culturelles qui me viennent. Je suis sûr que je pourrais en trouver d'autres. Mais ouais, on a déjà un bon nombre. Ouais, puis ça va, cette introduction a assez duré, donc on va peut-être pouvoir se lancer dans le vif du sujet. Donc voilà, donc aujourd'hui, du coup, à la surprise de pas grand monde avec les indices. Ça avait même été deviné. Oui, d'ailleurs. On va parler d'un jeu suédois. Nous allons parler de Tales from the Loop et de Thanks for the Flood, qu'on évoquera dans un second temps. Et donc oui, du coup, il y a effectivement une autre référence culturelle qui est la série Tales from the Loop, évidemment. Oui, ça forcément. Nécessairement. Ça va être compliqué de ne pas le dire. Mais donc voilà, donc Tales, qui est donc un jeu écrit et illustré par, et je ne me suis pas entraîné à dire son nom, Simon Stanleyhag, si je le prononce bien. Non, si tu le prononces bien, c'est Stollenhag. Si tu le prononces mal, c'est Stallenhag. Stollenhag, parce que je ne me souviens jamais, du coup. Le A avec l'espèce de rond au-dessus, ça se prononce O. Je me souviens je connais beaucoup moins les diacritiques scandinaves pour le coup, c'est pour ça. Donc Stollenhag. Il suffit de penser à une certaine peluche d'Ikea qui se prononce Blåhaj. Que je prononce toujours mal aussi. Donc... Oui, non, mais ça se prononce Blåhaj. Et pas Blage. Oui, c'est Blåhaj. Ah, non. Donc voilà, édité par Free League Publishing, donc qui est sorti le 10 mars 2017. Je parlerai de Free League après. Je te laisse dérouler le truc. D'ailleurs, pour anecdote, j'ai failli programmer cet épisode pour mars d'ailleurs, mais bon, vu qu'en mai, j'essaie de faire dans la mesure du possible des jeux que j'adore, et si j'en ai en stock bien sûr, et que ça, voilà, qui a une importance pour moi, du coup, je vais parler de Tales en mai. Mais à la base, j'avais failli le programmer en mars, parce que du coup, c'était le mois où il est sorti. En termes de récompenses, parce que techniquement, on a déjà fait une partie des récompenses de Tales dans un autre épisode, mais là, on va y aller en bonne et due forme. Tales from the Loop a été décoré du jeu de rôle de l'année aux Golden Geek Awards et a été finaliste pour les meilleures illustrations de l'année. Mais le vrai exploit, il a surtout eu lieu aux Annie Awards, car en effet, Tales from the Loop a empoché pas moins de 5 médailles d'or.
le meilleur produit, la meilleure écriture, le meilleur univers, le meilleur jeu, de manière générale, et les meilleures illustrations, évidemment. Alors moi, je vais te poser la question bête, je sais que tu l'as dit il y a littéralement 1 minute, mais je suis incapable de retenir une date la première fois qu'on me la donne. C'était en quelle année 2017. 2017. La même année Voilà. que Mask. Voilà. C'est dans l'épisode de C'est Mask bien. qu'on a parlé des récompenses de Tales. Et oui. Il y a un an tout tout à fait. pile d'ailleurs, du coup. C'était aussi, on a Eh aussi ben fait oui, en mai. voilà. En mai, fais ce qu'il te plaît, comme on dit. On dirait de la mauvaise animation de télé ou de radio. En parlant d'édition, il est à noter que cet épisode tombe à pic, vu qu'il va avoir, ou a déjà eu d'ailleurs, une réédition physique française de Tales, de Tales from the Loop, après qu'il ait été indisponible à l'achat en physique pendant un certain temps. C'est assez cool. C'est une information qu'on a vu passer sur Facebook en préparant cet épisode. J'ai fait « Oh, pas trop bien !» On n'était pas au courant, mais on s'est dit qu'il fallait qu'on en parle. Ça tombe bien. Donc en termes de système, Tales from the Loop utilise le Year Zero Engine, qui est issu de Muton Year Zero, donc, qui a été écrit par Thomas Arenstarm. Alors là, ne me regarde pas, je ne sais pas comment ça se prononce, je ne sais pas comment ça s'écrit. Qui lui-même, en l'occurrence, a bossé sur Tales, donc c'était pertinent de le nommer, vu qu'il est éditeur et manager de projet sur Tales from the Loop. Pour évacuer vite fait quand même le fonctionnement du système, ça sera fait. On est sur des attributs et des compétences. La somme des deux, donc des compétences plus de l'attribut associé, donne un nombre de dés à lancer. Donc c'est des D6, en l'occurrence, une réserve de D6 à lancer. Chaque 6 est une réussite. Sachant que dans le cas de Tales from the Loop, dans 99% des cas, un seul succès suffira. Il y a quand même quelque chose à faire avec les succès excédentaires, mais ça, on y viendra dans le style. Alors, pas si 99% que ça. Hein. C'était une estimation, peut-être plus 90 ou 80. Mais... Juste, tant que tu es sur le système de jeu, en fait, c'est le système de Free League. C'est ça que je voulais dire sur Free League. Donc, c'est le système de Free League qui vont ressortir à toutes les sauces. Donc, dans Alien, c'est le même système. Dans The Walking Dead Universe, c'est le même système. Mais en fait, à chaque fois, et c'est là que ces mecs et ces nanas sont géniaux et géniales, c'est qu'à chaque fois, ils changent un truc et ça fait un jeu très différent. Alors que le système, la base du système de résolution est toujours la même. Par exemple, dans Alien, et dans The Walking Dead d'ailleurs, il y a la notion de stress. C'est-à-dire que selon ce qui se passe, tu vas pouvoir prendre des points de stress qui vont te donner des dés en plus à lancer. Donc c'est cool. Sauf que sur ces jets de stress, si tu fais 1, il y a des conséquences négatives. Et tu ne peux pas relancer ces dés-là. Mais tu vas parler des relances après. Mais voilà, c'est juste pour te donner. Voilà, avec à peu près le même système, tu peux faire un jeu extrêmement différent et qui va gérer pas du tout la même chose. Bref, à vous les studios. Donc justement, en cas d'échec, si on échoue une première fois à lancer de dés, on peut retenter, on peut pousser l'action, mais avec des conséquences, à savoir prendre un état. Donc, les états, on verra ça un petit peu plus tard. Mais de prendre un état, ce qui handicape les jets suivants. Enfin, d'ailleurs, je peux le dire maintenant parce que c'est assez simple, mais on fera la liste après. Quand on prend un état, on a un dé en moins sur tous ces jets. Cumulatif, évidemment, pour le nombre d'états qu'on a. Bien sûr. Et quand on coche les 4, on peut plus rien faire, si je dis pas de bêtises. Oui, on a un 5e état. Sachant qu'évidemment, l'état qui est pris doit être justifié sur le fait qu'il soit obtenu en poussant les limites du personnage. Bien sûr. Donc, toujours justifié par la narration. Je ne vais pas faire la liste complète, mais pour situer les attributs, donc dans Tales from the Loop, il y en a 4. Physique, technique, cœur et intelligence. Et pour les compétences, il y a 3 compétences par attribut, en gros, ce qui fait donc 12 compétences. En termes de lore, Tales from the Loop, ça se passe dans une uchronie qui se déroule durant les années 80. Alors, sans entrer dans le détail de la divergence, ce qui nous impacte beaucoup ici, c'est la présence du loop, un accélérateur de particules de grande ampleur, qui est la source de la plupart des emplois de la ville et des mystères rencontrés par les joueurs. Un autre point qui est d'importance, notamment pour savoir comment jouer le rapport au monde et créer le monde autour des mystères, des histoires. Donc, oui, alors, un mystère, c'est le nom qu'on donne à un scénario. Les robots sont assez monnaie courante dans le monde de Tales. On peut avoir effectivement des choses exceptionnelles, notamment du point de vue de la robotique, mais des robots assez avancés, l'existence de robots assez avancés pour exécuter des tâches, ça ne fait pas partie des choses exceptionnelles.
Il y a 6 principes qui sont à respecter en termes de role building. Premièrement, votre ville natale est pleine de choses étranges et fantastiques. Deuxièmement, voilà, alors là, pour le coup, il y a une différence assez grande, je trouve, entre la version anglaise et la version française. Je ne sais pas pour ce qui est de la version suédoise, je ne parle pas suédois. Mais voilà, dans la version anglaise, retraduit en français hein, par mes soins, on est sur la vie de tous les jours est ennuyeuse et intransigeante. La version française du manuel a préféré mettre votre vie quotidienne est ennuyeuse et sans intérêt. L'idée est là, mais je trouvais intéressant de mettre les deux. Parce que ça ne dit pas tout à fait la même chose. Oui, c'est effectivement intéressant de comparer les deux, je suis bien d'accord. Troisième, les adultes sont déconnectés de la réalité. Quatrième, le territoire du loup est dangereux, mais les enfants ne peuvent pas mourir. Cinquième, la partie est jouée scène par scène. Et sixième, le monde est écrit en collaboration. Passons maintenant au PJ. Et ça le monde, parce que ça, je pense que ça a été assez évident à arriver à ce stade, mais techniquement, je ne l'ai pas encore dit. Donc, on va dire maintenant. Dans Tales of the Loop, on joue des enfants. Techniquement, on ne l'avait pas encore dit. Surprise, surprise. Donc, plus spécifiquement, entre 10 et 15 ans, pas plus, pas moins. C'est très important, on va le voir pour la création. Que ça a un impact. Alors déjà, donc du coup, la création en 16 points. Hein. Bon, rassurez-vous, ça va aller assez vite quand même. Mais voilà, en 16 points. Déjà, il faut choisir son stéréotype. Donc, bon, le stéréotype, hein, c'est comme dans d'autres jeux, ça serait la classe ou le livret. Dans le BTA, voilà, c'est le stéréotype. Si ce n'est que c'est assez léger en conséquences ludiques. C'est-à-dire que les stéréotypes des enfants, c'est beaucoup d'inspiration narrative et de propositions narratives. D'un point de vue vraiment, en termes de choses qui sont fixées par le stéréotype, il n'y a qu'un élément qui est fixé et c'est les compétences clés. Oui. On va y revenir. Sinon, tout le reste, ça n'est que suggestion. Ensuite, deuxième point, donc, choisir son âge, comme on l'a dit, entre 10 et 15 ans. Ce qui va avoir un impact sur les 2 points suivants. D'abord sur les points d'attribut. Le nombre de points qu'on peut répartir dans ces points d'attribut est égal à son âge. Si l'enfant a 12 ans, il y a 12 points à répartir parmi les 4 attributs. Sachant qu'il faut mettre minimum 1 dans chaque attribut et 5 maximum. Histoire d'être sûr qu'il y ait toujours au moins un dès qu'il puisse être lancé, peu importe la compétence utilisée. Ensuite, il faut calculer les points de chance. Les points de chance, c'est des points qui se régénèrent à chaque séance, et non pas à chaque mystère, mais bien à chaque séance, et qui permettent de relancer sans avoir besoin de forcer, justement. Donc sans la conséquence d'avoir un effet négatif. Sachant qu'on peut le faire qu'une fois par lancer, et qu'on doit accepter le nouveau résultat. C'est-à-dire que si le nouveau résultat est moins bien que le premier, il faut quand même faire avec le nouveau résultat. Et évidemment, il est possible de faire les deux, c'est-à-dire avoir un premier lancer, utiliser un point de chance et relancer une troisième fois en poussant le personnage dans ses retranchements. Là, moi, je me permets une petite parenthèse, parce que je trouve ça extrêmement fin de dire, ok, si tu joues un personnage plus âgé, tu as plus de dés à lancer, mais tu as moins de relance. Oui, c'est-à-dire qu'en termes d'équilibrage, ça marche très bien, en plus de rajouter quelque chose de pertinent narrativement. Absolument. C'est F, la mise en bouche. Ça fait partie des points, des marqueurs que j'avais mis dans la mise en bouche. Mais cela dit, ma chère Célène, tu as mis un petit peu la charrue avant les œufs, parce que... Avant les œufs, bah bien sûr. Oui. Avant les deux. Parce que tu as parlé du fait que les personnages plus âgés avaient moins de chance, sauf que je n'ai pas encore expliqué comment calculer la chance. C'est vrai. Donc en l'occurrence, effectivement, c'est 15 moins l'âge de l'enfant. Donc effectivement, plus le personnage est âgé, moins il y a de points de chance. Après, on passe du coup aux compétences. Là, c'est le même nombre de points pour tout le monde. C'est 10 points à répartir parmi les 12 compétences. Donc là, pour le coup, le minimum est évidemment de 0, sinon il y aura un petit problème calculatoire. Et le maximum qu'on puisse mettre dans une compétence est de 1, sauf pour les compétences clés, comme je disais tout à l'heure. Compétences clés qui sont au nombre de 3. Et pour ces compétences clés, on peut aller jusqu'à 3 points dans une compétence. J'avais quand même mis une petite parenthèse sur les âges. C'est pas mis spécifié dans le manuel, mais c'est une importance qui va un peu de soi. C'est non négligeable de spécifier aussi une date d'anniversaire pour les enfants
Et pour ce qui est des mystères, d'un point de vue MJ, de spécifier quand est-ce que ça se passe. Parce que du coup, on peut avoir un anniversaire durant une campagne, du coup, ce qui va changer l'âge d'un enfant, et donc changer son nombre de points de chance et ses attributs. C'est pas anodin comme information. Ensuite, il y a plusieurs éléments assez narratifs qui vont être sélectionnés, et certains qui ont un impact aussi de gameplay, cela dit. Le premier de cette liste, c'est l'objet iconique. Alors, ça me permet de faire une petite parenthèse sur les objets, enfin une explication sur les objets. Un objet, en règle générale, c'est quelque chose qui peut, à l'appréciation de l'UMJ, donner entre 1 ou 3 dés bonus dans un jet où l'objet peut être utilisé. Mais de manière générale, les objets sont des choses qui sont assez éphémères, qui peuvent casser assez facilement, enfin, casser au sens large du terme, c'est-à-dire qui peuvent ne plus être utilisables assez facilement, et qui sont propres à un mystère. C'est-à-dire qu'un objet trouvé ou récupéré pendant un mystère ne survivra pas au mystère d'après. L'objet iconique, justement, fait exception à cette règle, vu que, alors, outre le fait de raconter quelque chose narrativement, c'est aussi un objet qui va toujours donner 2 dés bonus quand ça s'y prête, bien sûr, et qui ne se casse pas, qui ne se perd pas. Il peut être momentanément indisponible, mais ce sera jamais définitif. Sachant que on parle d'objet d'un point de vue de règles, hein, d'objets ludiques. C'est pas forcément des objets à proprement parler, ça peut être par exemple un animal de compagnie. C'était typiquement le cas dans la Oui. dernière campagne de Tales from the Loop que j'ai fait en date. En l'occurrence, c'était un petit chiot, c'était mon petit chiot qui était mon objet iconique. Et d'ailleurs, justement, pour donner des exemples, donc des exemples suggérés dans le stéréotype de l'intello, on a là, justement l'exemple du chien de compagnie, on a l'exemple d'une encyclopédie ou d'une loupe, par exemple. Ce genre de choses peuvent être des objets iconiques. Ensuite, on définit un problème, parce que les enfants de Tales of the Loop ont des problèmes, au moins un problème. Le problème, ça, pour le coup, c'est un objet qui est purement narratif, qui est connecté à la vie de tous les jours, parce que ça, de manière générale, dans Tales, il y a une distinction entre la vie de tous les jours et les mystères. Ça va donner des scènes différentes, en l'occurrence, avec une dynamique différente. Donc le problème, c'est un élément narratif qui est lié à la vie de tous les jours, que l'UMJ va pouvoir utiliser pour mettre en difficulté l'enfant concerné. En termes de suggestions, par exemple, dans le stéréotype du geek, des suggestions de problèmes, ça peut être le gros dur passe son temps à me molester, ça peut être un exemple. Sinon, mes parents se battent constamment, ou il ou elle ne sait même pas que j'existe. Oui, parce que là, en l'occurrence, vu que je cite des exemples du manuel en tant que tel, j'utilise les pronoms utilisés dans le manuel. En anglais, précise les she/he. Donc, j'ai eu un débat avec moi-même, si je mettais un il ou pas. Bon, je vais le laisser avec il ou elle. On cite, oui, oui. Cela dit, en même temps, les maisons d'édition francophones, en 2017, je pense, ne savaient pas que Yel existait non plus. Ça, Hein. c'est sûr, on est bien d'accord. Ensuite, le pendant de ça, enfin bon, non, c'est pas tout à fait le pendant, mais voilà, un autre élément, c'est la motivation. Donc, la motivation, c'est un élément narratif qui appuie le pourquoi l'enfant est dans le groupe, pourquoi Yel vit ses aventures. On a pareil en suggestion, par exemple, pour le stéréotype du campagnard. Vous voyez comme subtilement les exemples me permettent aussi de lister les stéréotypes, hein. C'est malin. Oui, c'est malin, ouais. C'est pas comme si je faisais ça à chaque fois aussi pour tous les épisodes sur des pubs bêta. Je vois pas de quoi tu parles. Voilà, des exemples de motivation pour le stéréotype du campagnard, ça peut être ils ont besoin de moi, ils ou elles ont besoin de moi, ou dans ce monde, les apparences sont trompeuses. Ça peut être un exemple de motivation. Un autre élément, mais qui ce coup-ci n'est pas qu'un élément narratif, il faut définir la fierté de l'enfant. Alors, ce n'est pas un élément qui est que narratif, parce qu'une fois par mystère, si cela s'y prête bien sûr, la fierté peut être utilisée pour obtenir un succès automatique. Sachant que c'est quelque chose qui peut être fait avant le lancer, après le lancer, peu importe que ce soit un échec ou une réussite. Parce que oui, utiliser sa fierté pour avoir un succès automatique, alors même que c'est déjà une réussite, ça a du sens. Notamment pour les succès excédentaires. Et oui. Vu que les succès excédentaires peuvent permettre d'acheter des effets bonus qui sont
connecté aux différentes compétences, alors qui doivent faire sens évidemment dans le contexte. Là, pour le coup, dans le manuel, il y a tout un paragraphe avec le détail des compétences et notamment les effets bonus qui peuvent être accordés. Dans toutes les compétences, parmi les effets bonus, il y a notamment le fait de pouvoir donner un succès à un autre enfant. Et le reste, là, pour le coup, ça va dépendre des compétences. Ça peut être, par exemple, une fois, là, je ne vais pas en lister 36 000, mais par exemple, pour ce qui est de la force, l'un des effets bonus potentiels, ça peut être d'impressionner ou d'humilier son adversaire, par exemple. Ça peut être ça, les effets bonus. Un exemple de fierté, donc pour le coup, par exemple, pour le stéréotype du sportif, des suggestions de fierté. Il y a une super fierté de l'excentrique, enfin, que tu pourrais lire. C'est vrai, je les avais mis dans l'ordre en plus. C'est vrai que l'excentrique, je l'ai j'ai un exemple pour les socles. Vas-y, dis donc, c'est un exemple de fierté. Je vais mettre d'exemples. Je ne suis pas hétérosexuel. Effectivement. Et je trouve ça très intéressant que ce soit dans les fiertés d'ailleurs, dans les exemples de fierté. Oui, complètement. Et histoire quand même de voir les autres exemples pour sportifs, des suggestions possibles, ça peut être mon père est un pompier ou personne ne me traite de poule mouillée. Référence à Retour à le futur 2. Évidemment. Personne ne traite de mauviette dans la version française et du film et du bouquin. Pour ça, je me suis posé la question. Mais finalement, j'étais bien contente avec personne me traite de poule mouillée. Mais j'ai eu la flemme de vérifier Retour dans le futur, tu vois, pour le coup. Ça marche pour le coup. Si ce n'est qu'il dit Nobody calls me chicken et pas No one calls me chicken. Mais oui. Bon. Par contre, en VF, c'est vraiment, personne ne me traite de mauviette. C'est exactement la phrase que prononce Marty McFly. Donc. Tant qu'on a parlé des compétences, je vais faire donc une petite pause dans la création de personnages, tant qu'on a parlé des compétences, pour évoquer une compétence qui a des règles un petit peu particulières. Ça, on aurait fait le tour à ce niveau-là, qui est la compétence charisme, qui était la grande spécialité du dernier personnage de Tales en date que j'ai fait d'ailleurs. je l'avais bien en tête. Il y a 2 mécaniques qui vont nous intéresser spécifiquement sur le charisme. Déjà, il y a, si on a le temps en amont de se préparer à une action quelconque, si on peut inspirer les autres enfants, faire preuve de leadership en somme, on peut faire du coup un jet de charisme et ça va créer une réserve de dés à hauteur de 2 dés par réussite. Et cette réserve de dés, ensuite, durant l'action, elle pourrait être utilisée, c'est un peu une sorte d'inspiration bardique conditionnelle un petit peu. Elle pourrait être utilisée en dés bonus par les autres enfants, à condition qu'ils exécutent le plan tel qu'il a été défini par l'enfant qui a fait le jet de charisme, bien sûr. Et c'est typiquement le genre de mécanique qui, je trouve que la comparatif avec l'inspiration bardique n'est pas déconnant, parce que comme les inspirations bardiques, c'est un truc où les autres joueurs se font toujours oublier qu'ils ont cette possibilité-là pour pimper un petit peu leur jet. C'est vrai. Une autre mécanique, alors c'est pas vraiment une condition un petit peu spécifique dans laquelle on peut utiliser charisme, qui n'est pas forcément évidente en tant que telle, mais du coup je l'explicite. Donc on a parlé des états, on va encore reparler un petit peu plus tard, mais pour le coup, les états peuvent être potentiellement soignés par d'autres enfants. C'est-à-dire que évidemment, une fois en ayant une scène qui s'y prête, bien sûr, mais un enfant peut essayer de réconforter, de soigner mentalement, on va dire, un autre enfant avec un jet de charisme, justement, pour soigner un état spécifique. Sauf l'état brisé, spécifique, comme on va entendre les détails. C'est plus une conséquence du reste qu'un état comme les autres. Mais les autres états peuvent être soignés. C'est un seul état, si c'est réussi. Sachant que le contre-coup, c'est que si un enfant essaye de soigner l'état d'un autre enfant en utilisant charisme, avec une petite scénette, si le jet échoue, l'enfant qui initie le jet de charisme se prend aussi l'état, s'il n'a pas déjà. Du coup. Voilà, c'est une mécanique qui n'est pas inintéressante, je trouve. Mais... Revenons à notre création de personnages. Juste à noter quand même que le problème, la motivation et la fierté, et aussi l'objet iconique d'ailleurs, peuvent être changés entre 2 mystères, par une évolution. Notamment le problème qui peut être résolu potentiellement. Ça reste une possibilité. Donc, du coup, il faut trouver un autre problème. Et puis, la motivation et la fierté peuvent évoluer. Puis, l'objet iconique peut potentiellement changer selon ce qui se passe. Donc, c'est quelque chose qui est modifiable entre les mystères. Il est temps de définir les relations
entre les différents enfants et avec les PNJ. Sachant qu'il y a une idée de base quand même dans le manuel, c'est que les relations entre les enfants joueurs, j'entends, ne sont pas forcément amicales. Elles peuvent être neutres, voire peut avoir des tensions, mais les enfants du groupe ne devraient jamais être ennemis. Bon, après, en tous les cas, ça c'est la théorie. Moi, j'aurais tendance à dire, et j'encourage cette idée de base, hein, mais j'aurais tendance à penser que la frontière entre il y a des tensions et elles sont ennemies, est quand même assez trouble. Ce qui est justement une raison de plus d'avoir cette règle-là d'ailleurs, hein, mais c'est vrai que c'est pas si évident qu'il n'est pas de prime abord. Je veux dire, moi, dans ma première campagne de Tales from the Loop, en tant que joueuse, hein, j'ai toujours été que joueuse sur Tales, l'un des enfants faisait du blackmail, il faisait du chantage à 2 autres des enfants du groupe. Ah Et d'accord. c'était l'enseignant principaux. Sympathique. Tu vois? Alors ça n'a pas été si développé que ça en termes de narration, mais ça a été le point d'entrée, on va dire. Ok. Après moi, parce que d'ailleurs c'est une campagne qui derrière a débouché avec une campagne de Think of the Flood et encore autre chose après, un peu plus freeform. Donc les relations ont pu changer, mais à la base, c'était le point de départ. Mais quand même, justement, cette règle est bien à prendre en compte, surtout si les tensions arrivent organiquement pendant la campagne. D'avoir ce stop de... Ça peut avoir des conflits, mais il faut quand même que les enfants aient une raison de rester un groupe, quoi. Oui, oui, tout à fait. Que c'est ça l'idée qu'il y a derrière. Des suggestions, du coup, de relations entre enfants pour la star de l'école. Ça peut être, je sais qu'il ou elle est amoureux ou amoureuse de moi. Il ou elle est bizarre, mais je l'aime bien. Ou encore, il ou elle est utile. Je trouve que ces suggestions représentent bien le stéréotype de la star de l'école, je trouve. C'est vrai. Non, ça, c'est bien. Le pendant de ça, c'est de faire de relations avec des PNJ. Donc là, pour le coup, il faut en choisir ou en créer, hein, bien sûr, 2. Donc il y a 2 PNJ avec qui il va avoir un relationnel. Après, en suggestion pour le stéréotype du bétaleux. Ce que j'ai toujours trouvé très intéressant d'ailleurs, c'est qu'en français, enfin en anglais, le stéréotype c'est rocker et Oui. qu'en français, le stéréotype c'est métalleux. Ça me flingue à chaque fois. Pourquoi pas, hein, je trouve tout à fait la même chose. Mais ça dit en termes de stéréotype, potentiellement, ça évoque des imaginaires qui sont proches, mais bon, je trouve que c'est pas tout à fait la même chose. Ça doit représenter des influences culturelles plus marquées, quoi. Peut-être, oui. Parce que je pense que les rockers en France étaient peut-être moins marginalisés que les métalleux. C'est vrai. Ça peut potentiellement venir de là. Donc en suggestion pour ce stéréotype, on pourrait avoir par exemple, ma mère pense qu'elle est suivie parce que c'est une scientifique, mais mon père pense qu'elle se fait des idées. Ça pourrait être, ma grande sœur a rejoint le club forestier et maintenant elle a arrêté de me parler et elle quitte la maison en cachette au milieu de la nuit. Ou encore cette scientifique bizarre, Lena Tellin est ma tante, mais ça ne veut pas dire que je l'aime bien. Alors, sachant que je viens de me rendre compte, là, dans les exemples que j'ai donnés, ils sont tous liés à la famille, c'est pas forcément des membres de la famille, hein. Dans le cas des métalleux, c'est les suggestions qui sont faites, mais ça peut être d'autres types de personnages, bien sûr. Pour finir non pas tout à fait pour finir, mais pour finir à un certain point, on va dire, avant les questions, un dernier personnage à fixer, c'est le socle. Alors le socle, c'est là qu'on va finir de parler des états, définitivement. Le socle, c'est une personne de qui l'enfant est proche et vers qui elle va aller quand elle souffre d'un état. Alors ça, en l'occurrence, ça va se jouer sur des scènes de la vie de tous les jours. Donc voilà, donc les états qui sont, on peut avoir la liste, contrarié, effrayé, épuisé ou blessé à la base, ces 4-là. Et si un enfant a ces 4 états et qui ou elle récupère un autre état, dans ces cas-là, comme on l'a dit tout à l'heure, ça donne l'état brisé et plutôt qu'un malus de OD, c'est des échecs automatiques tant que l'état n'est pas soigné, à tous les jets. Donc les scènes de la vie de tous les jours, justement, avec le socle, c'est une scène durant laquelle l'enfant va pouvoir guérir de tous ses états. Ce qui est pas mal.
pour faire un petit peu table rase. Cependant, ce serait un petit peu trop simple, il y a 4 règles à ces scènes. Enfin règles, plus ou moins règles. Déjà, c'est une scène qui est une scène un petit peu en intimité, c'est-à-dire que les autres enfants sont pas là ou elles sont très effacées. C'est vraiment, une scène qui est centralisée sur l'enfant et son socle. Parce qu'on est dans un environnement qui est plutôt safe, qui est plutôt sûr. C'est pour ça que je parle de scène en intimité. C'est dans un cadre rassurant aussi, de manière générale. Pour guérir de ces états, l'enfant doit laisser son socle s'occuper d'elle. Il doit avoir une ouverture, d'avoir un laisser-aller. Doit avoir une proximité physique ou mentale entre les deux. L'UMJ ne peut pas vous mettre en difficulté pendant ces scènes. Par contre, vous pouvez vous mettre en difficulté parce que bon, la narration avant tout. Hein. Par contre, si vous vous mettez en difficulté, vous ne guérirez pas de vos états. C'est les réglementations de ces scènes de socle. Et c'est là, du coup, que j'avais pris des exemples de l'excentrique, qui est à la fin de la liste. Les suggestions de socle pour l'excentrique, ça peut être votre grand-mère, l'autre enfant de papa ou de maman. Donc, c'est formulé de telle manière à ce que ça sous-entende quand même une famille recomposée. Je trouve que c'est pas une obligation. Bon, de toute façon, c'est que des suggestions, donc on fait ce que vous voulez, mais je trouve que ça sous-entend quand même pas mal une famille recomposée, je trouve. Ou encore un voisin, par exemple. Ça peut être vraiment pour le socle, sky is the limit. Oui, totalement. La seule limite, c'est que ça peut pas être un autre enfant, un autre PJ. Oui. Sinon, en dehors de ça, effectivement, il n'y a aucune restriction et je pense que c'est beaucoup plus intéressant de créer un socle. Totalement, oui. Que d'utiliser les exemples du manuel. Après, bon, selon les cas... Ça peut donner des idées, quoi. Ça peut donner des idées, mais ça peut aussi être intéressant de prendre, je pense dans la France des années 80, un truc exclusif du coup forcément à la version française du jeu, où il y a plusieurs personnages du collège-lycée qui peuvent être donnés comme des socles intéressants. Tout à fait. Une fois que ceci est fait, il faut donner un nom à l'enfant. Enfin, disons que dans le manuel, c'est écrit à cet endroit, c'est écrit au point 12, hein, donner un nom à votre enfant. Mais d'avis qu'à ce stade-là, vous avez déjà une bonne idée de votre personnage, mais après, peut-être que je me fourvoie. Alors, tu peux avoir une très bonne idée du personnage, mais pas avoir son nom. C'est pas absurde de dire, bon, bah, là, à ce moment-là, ce serait bien que votre personnage ait un nom, quoi. Oui, bien sûr. Mais ça me surprend toujours quand je lis, parce que c'est vrai que c'est pas le plus important, tu me dis, mais c'est vrai que j'aurais tendance à le. Bon, plutôt, enfin, c'est un détail, hein, mais bon. Après, écrire une petite description, voilà, histoire de pouvoir présenter, entrer un petit peu l'enfant. Et puis choisir votre chanson favorite. Ce qui, une fois encore, est un élément purement narratif. Après, une fois que ça c'est fait, il y a 2 autres tâches, et ça, c'est à faire en groupe. Déjà, il faut définir le repère du groupe, parce que le groupe d'enfants a un repère dans lequel ils vont pouvoir se retrouver, notamment potentiellement avant ou après des mystères. Après, ça dépend des mystères, bien sûr. Ça, c'est le repère secret, hein, typiquement, hein, c'est un grand classique. Sachant que, tout de même, d'un point de vue de règles, comme pour les scènes avec le socle, l'UMJ ne peut pas mettre les enfants en difficulté dans le repère. Mais vous, par contre, vous pouvez vous mettre en difficulté. Typiquement, il peut y avoir des conflits entre les enfants. Mais l'UMJ ne peut pas amener une difficulté au repère. Pour finir, dans la création, après, l'UMJ va poser des questions aux joueurs, entre 4 et 6 questions individuelles, c'est-à-dire aux enfants, et entre 2 et 3 questions au groupe. Des exemples de questions aux enfants, ça peut être, est-ce que tu as des adelphes et qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Quelle est ta nourriture favorite? Qu'est-ce qui te met en colère? Ce genre de choses, quoi. Et pour les questions de groupe, on est plus sur qui est le leader? Qui est amoureux de qui? Qu'est-ce qui vous fait rire? Quel secret avez-vous? Ce genre de choses. Ça permet de faire un lien. Avant de parler un petit peu des mystères, pour être tout à fait honnête, parler de quelques points que je savais pas où mettre dans mon script, pour être tout à fait honnête. Je vais les mettre là. Des points de gameplay supplémentaires. Déjà, un enfant peut en aider un autre dans une action, ce qui va lui permettre de donner un dé bonus en plus au jet. Quand il y a des actions enfant contre enfant, donc PJ contre PJ, ça nous fait donc un jet opposé. Donc c'est pour le coup la personne qui a le plus de réussite qui gagne. Et je viens de me rendre compte que je ne sais plus si le manuel le dit ou pas, mais en tout cas s'il le dit, j'ai oublié de le noter. Je ne sais plus ce qui se passe en cas d'égalité d'ailleurs. Enfant contre enfant, je l'ai là. S'ils obtiennent le même nombre de réussites après avoir forcé,
Ils peuvent gagner des réussites supplémentaires en subissant un état au prix d'une réussite par état. Vous pouvez aller jusqu'à être brisé pour gagner si vous le souhaitez, mais s'il n'y a toujours pas de vainqueur, un événement survient qui interrompt la situation en cours. L'arrivée d'un parent, la pluie qui se met à tomber ou la fin de la récréation. D'accord, ça fait sens. Et dernier point, du coup, on a parlé tout à l'heure des actions difficiles. Il y a des cas de difficultés extrêmes. Il y a une règle particulière pour les actions qui sont particulièrement difficiles et qui sont sur le long terme, qui nécessitent un plan préalable, qui nécessite un grand nombre d'actions. Dans ce cas de figure, la procédure, c'est que dans la narration, du coup, les enfants, avant de passer à l'action, font un plan de ce qu'elles vont faire. Le nombre de réussites nécessaires est fixé par rapport au niveau de menace. Donc là, l'indicatif qui est donné par Manuel, c'est 2 fois le nombre d'enfants, c'est quelque chose de normal. Alors, on reste à la difficulté extrême, bien sûr, mais ça, normal. Le côté extrême est géré par le fait qu'ils vont agir à plusieurs. 3 fois le nombre d'enfants, c'est quelque chose de dur, et 4 fois le nombre d'enfants, c'est presque impossible. Pendant cette phase de préparation, il est défini ce que chacun va faire, parce que c'est un petit peu des plans à la Scooby-Doo, c'est-à-dire qu'il y a des plans pour capturer moi, c'est l'image que j'en ai, tu vois, le plan pour capturer le vilain du jour, et chacun va avoir son rôle dans le voilà. Ouais. Du coup, préalablement, chacun définit qu'est-ce qu'elle va faire dans la narration, du coup, quelle compétence va devoir être utilisée. Donc, il y a une compétence par enfant qui est choisie comme étant la compétence de référence. Et puis ensuite, chacun lance, du coup, sa compétence. Évidemment, s'il y a le bon nombre de réussites ou plus, c'est réussi. S'il y a moins de la moitié des réussites nécessaires, c'est un échec. Et s'il y a plus de la moitié, mais pas encore le nombre de réussites, dans ces cas-là, il est possible d'acheter un succès au prix d'une condition, qui doit évidemment, comme d'habitude, se justifier dans la narration. Sachant que, comme pour les jets opposés, il est totalement possible et autorisé de se rendre brisé pour la réussite. Ça peut d'ailleurs, d'un point de vue narratif, donner quelque chose de très intéressant. Donc du coup, les mystères en tant que tels. Les mystères, c'est une petite frustration personnellement en termes d'écriture dans cet épisode, parce que les mystères, comme l'ambiance globale du jeu, ça fait partie des trucs qui me placent le plus dans Tales, mais j'ai pas beaucoup de choses à dire dessus, à expliciter. Pour ce qui est des mystères, quand même, cela dit, il y a une structure, un déroulé qui n'est pas obligatoire, mais qui est une structure qui revient souvent, qui peut servir de base quand on écrit ses propres mystères, qui est donc voilà, une structure en 6 phases. Une première phase dans la vie de tous les jours, dans la vie des enfants dans leur quotidien, ce qui est souvent des scènes qui sont individuelles, c'est pas une obligation, mais d'ailleurs, de manière générale, dans la vie de tous les jours, il y a des exceptions dans les 2 cas, mais en grande majorité, dans la vie de tous les jours, les scènes vont être plus ou moins individuelles. Enfin, plus on se rapproche du mystère, plus les enfants vont se réunir, bien sûr, mais c'est un peu chacun dans son quotidien. Alors que quand on est à la phase mystère, il y a beaucoup plus scènes plus groupe. Ça arrive évidemment que les enfants se séparent, mais c'est comme beaucoup plus de scènes en groupe par rapport à la vie de tous les jours. Donc première phase, vie de tous les jours. Deuxième phase, introduction du mystère. Donc le côté, un aspect mystérieux ou fantastique qui s'immisce dans la vie de tous les jours, qui va attiser la curiosité du groupe. Troisième phase, c'est le gros du mystère, c'est la phase de... Moi, j'ai tendance à appeler ça la phase d'enquête, parce que plus j'y réfléchis, plus Tales from the Loop me paraît être un jeu d'enquête. C'est complètement un jeu d'enquête. C'est complètement un jeu d'enquête, mais voilà. Donc voilà, la phase d'enquête, quoi, de découverte, de curiosité, d'émerveillement, là, vous choisissez rayer la mention inutile. Quatrième phase, l'apogée, vraiment le final du mystère. Donc quand il y a des PNJ avec des compétences spéciaux, quand il y a opposition ou danger bien fixé, on va dire, c'est souvent là qu'il y a une confrontation, quand il y en a. Cinquième phase, la conclusion. Donc et après, qu'est-ce qui se passe, le contre-coup du mystère. Et sixième phase, les conséquences un peu plus long terme, de nouveau dans la vie de tous les jours et les conséquences que ça a eu. Sachant que les compétences, ça peut être aussi court terme que vous étiez dehors alors que vous n'auriez pas dû et vous faites punir. Pas forcément des grandes conséquences, mais il y a toujours au moins un petit peu de conséquences. C'est jamais totalement anodin. C'est pas une structure qui est obligatoire à suivre, mais c'est une structure qui revient souvent et qui peut, voilà, une fois encore, aider à structurer l'écriture de côté MJ. Après, le reste, on l'a plus ou moins évoqué tout du long. Je note quand même, vu qu'on a parlé des mystères, pour ce qui est de l'expérience, moi, ce sera ça aussi. Hein. Il y a 5 questions qui permettent chacune de donner un point d'expérience si la réponse est positive, qui sont: est-ce que vous avez participé à la session?
Est-ce que vous avez été en difficulté à cause de votre problème ou de vos relations? Est-ce que vous avez utilisé votre fierté ou est-ce que vous avez des difficultés avec votre fierté? Est-ce que vous vous êtes mis en danger ou mis d'autres enfants en danger? Et est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau? Et qu'est-ce que c'est? Chacune de ces questions peut donner 1 point d'expérience, sachant qu'à 5 points d'expérience, on peut gagner 1 point dans une compétence. Ça me fait un peu penser aux questions de fin de session de Monster of the Week. Un petit peu, oui. Mais tu sais que, en plus, c'est un truc, ça m'a vraiment fumé le cerveau pendant longtemps, étant donné que j'adore les PBTA et j'adore Tales. Je sais pourtant que Tales from the Loop n'est pas un PBTA, hein, c'est quand même assez évident, mais quand je fais un listing des PBTA que je connais, je rajoute Tales, mais non, mais qu'est-ce que ça n'a rien à foutre là. Alors, cela dit, honnêtement, tu fais des vrais livrets à la place des archétypes, tu peux facilement transformer Tales from the Loop en PBTA. Tu peux clairement faire un PBTA Tales from the Loop sans trop de difficultés, Oui. c'est certain. Mais c'est d'autant plus drôle que j'ai découvert Tales from the Loop avant de connaître l'existence des PBTA, donc c'est vraiment l'après-quel pour moi, hein, Tales, hein. C'est vraiment l'après-quel. Après, c'est vrai que l'ambiance globale de Tales, qui est assez unique, de toute façon, j'en reparlerai quand je ferai la conclusion, mais c'est vrai que c'est une ambiance qui est assez unique, mais j'arrive pas trop à la décrire. C'est vrai que j'ai pas forcément grand-chose à dire dessus, mais c'est vraiment une ambiance qui est assez unique, qui est très bien, je trouve, retranscrite par les illustrations. C'est le contraire. C'est le contraire, mais voilà, justement, vous êtes quand même assez attentif et attentive. On a quand même plusieurs fois évoqué, sans trop se pencher dessus, le côté illustration de ce jeu, notamment que ça a été très félicité. Simon Stollenhag. Voilà, qui a donc fait un livre, un beau livre, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça, un beau livre d'illustration, et qui a ensuite donné Tales from the Loop. Il me semble que c'est dans ce sens-là que ça s'est passé. Oui, en fait, le jeu a été créé autour des illustrations de Simon Stollenhag. Et donc, du coup, effectivement, qui donne une ambiance très particulière. Et c'est pour ça, quand même, à rassurer, autant je galère à essayer d'exprimer mon affection que j'ai pour cette ambiance, autant ne vous inquiétez pas, une fois que vous aurez le manuel entre les mains, ça vous viendra beaucoup plus facilement. Vous vous immergez très simplement dedans grâce à tout ça. Pour Tales, moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur Tales. Après, je comptais passer sur Good of Things. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Tales from the Loop? Moi, je connais pas Things du tout, donc enfin, à peine. Voilà, j'avais vu 2 actual plays dessus, puis voilà quoi, si tu veux. Donc, je n'ai jamais tenu de manuel de Things entre les mains ou quoi que ce soit. Bah, tant qu'on est sur Tales from the Loop, je vais en profiter pour faire mon parallèle avec Little Fears. C'est aussi pour ça que je faisais la barre ici. Oui. Bah, même si, on verra qu'il y a un autre point commun, c'est que dans Little Fears, les enfants peuvent mourir. Il y a quelque chose que tu n'as peut-être pas souligné, c'est pourquoi est-ce que ça s'arrête à 15 ans, les personnages de Tales from the Loop, et pas à 16. Bah, parce qu'à 16 ans, on n'a plus vraiment le temps d'aller se promener en vélo dans le quartier et tout. On a un peu d'autres choses à faire, des histoires de jeunes adultes, de vieux ados qui vont commencer à se tourner autour, etc. Quoi, ce qui n'est pas, a priori, pas trop le cas jusqu'à 15 ans, quoi. On est définitivement des adolescents à 16 ans. Voilà. Dans cette période de trouble de transition entre 14-15 ans, la transition entre pré-ado et ado. Mais voilà, à 16 ans, définitivement un adolescent, on est sur autre chose, quoi. Voilà, bah dans Little Fears, alors je crois que c'est 13 ans la limite, je suis pas sûr. À 13 ans, en fait, on arrête de croire qu'il y a du fantastique dans la vie de tous les jours. Et donc on se dit que les monstres n'existent plus et tout. Et en fait, c'est là que c'est vicieux, c'est qu'on n'est plus capable de les voir. Et donc on n'est plus capable de lutter contre eux. Il y a des phénomènes qu'on va trouver d'autres explications pour expliquer ces phénomènes-là, etc. Et donc je disais, ouais, c'est super malin dans Tales from the Loop, si tu joues un personnage plus vieux, t'as moins de points de chance, mais t'as plus de points de compétence et tout. C'est un peu le même principe dans Little Fears. C'est que tu vas avoir beaucoup moins de points je sais plus, c'est caractéristiques. Il y a que 5 caractéristiques dans Little Fears, oui, c'est ça. Il y a 5 caractéristiques. Alors, je les ai plus en tête, hein. J'ai pas fait un gros travail de préparation pour ça, parce que voilà. Oui, j'avais prévu de parler de Little Fears, mais est-ce que je l'aurais relu pour autant? Jamais de la vie. En fait, là où ça va servir, c'est que plus ton personnage est jeune, plus il est capable de faire de la magie. Parce qu'il y a de la magie dans Little Fears. Mais c'est la magie du... Et en fait, on dirait que mon nounours, il devient géant et il écrase le monstre. Ouais. Et donc, si t'as 4 ans, t'as beaucoup plus de chances de réussir ce jet-là que si t'en as 12. J'adore l'idée.
Franchement, j'adore Ah l'idée. non, mais ce jeu est génial. Et dernier élément sur Little Fears qui me fait penser à Tales from the Loop aussi. Tu parlais il y a des situations où il faut mettre un plan au point puis l'exécuter. Bah dans Little Fears, en fait, c'est ça. Il n'y a aucun moyen de battre les monstres du placard. Le seul moyen, c'est... Mais il faut pas le dire aux joueurs, bien sûr. Spoiler. Le seul moyen, c'est le plan que les joueurs vont mettre en place ensemble. Mais en fait, entre les lignes, c'est cette notion de puisque les enfants y croient, alors ça marche. Oui. Mais il faut qu'ils soient tous d'accord. C'est-à-dire, s'il y en a un qui pense que ça marche pas, ça ne marche pas. Ça me donne envie de rejouer à Slay the Princess et je jure qu'il y a un rapport entre les deux. Mais... Il y a eu un épisode de fin du game sur Slay the Princess. Je ne l'ai pas écouté pour ne pas me spoiler. Je pense que je l'écouterai après qu'on ait raccroché. Non, d'ailleurs, c'est toujours intéressant de faire des parallèles entre les épisodes. Pas surtout pour moi qui ai tendance à faire la chambre écho entre les différents jeux auxquels je parle. Je rappelle que c'est le deuxième jeu que je chronique qui se passe dans une uchronie des années 80 et que c'est le deuxième jeu que je chronique où on joue des enfants et arrivé à un certain âge, il se passe des trucs. Ils ne peuvent plus être jouables. C'est vrai. Respectivement Stigmata, Liberté, pour ceux qui n'ont pas suivi. Oui. Dans des contextes très différents à chaque fois, cela dit, mais... Dernier élément avant qu'on passe à la suite, parce qu'on n'en a pas parlé en intro, donc c'est peut-être le moment de le faire là, puisqu'on n'a pas vraiment parlé des actualités. Alors déjà, toi, tu as commencé à écouter La Cellule. Oui, c'est Mon vrai. lobbying a fini par payer. Vous aussi, vous écouterez La Cellule. Et bon, j'en parlais déjà le mois dernier, mais là, depuis le 9 du mois, il y a le financement participatif pour Célène Obscure. Oui, c'est une cure qui a repris. Et bon, ça y est, c'est financé. Donc, si vous voulez être sûr d'avoir le jeu, vous pouvez le backer. Donc, cette fois-ci, ça a été la bonne. Bravo à la Maison Nébuleuse. Et ben, j'ai hâte de recevoir mes contreparties, moi, maintenant. Bah oui. Et oui. Car, à la surprise d'absolument personne, tu as évidemment backé ce jeu. Bah oui, j'étais censé surprendre des gens en le faisant? Non, je ne pense pas. Bon, ben voilà. Voilà. Bon, maintenant, Things. Oui. Alors, Things for the Flood, qui s'est dit sur le Kickstarter, ça s'explique comme ça, c'est à la fois une extension et un standalone. Ok. Le Kickstarter le dit comme ça, mais en vrai, dans l'absolu, c'est surtout une suite. D'ailleurs, voilà, comme je l'avais dit tout à l'heure, moi, la première campagne de Tales from the Loop que j'ai faite, qui est d'ailleurs référencée dans la mise en bouche. D'ailleurs, Oui. l'autre voix que vous avez entendue, c'était un autre joueur avec qui j'ai gardé le lien. On a repris nos personnages pour cette mise en bouche d'ailleurs. C'était un triptyque. On a fait d'abord Tales, puis évolué dans Things, puis bon, après c'était du freeform, c'est autre chose. Enfin, techniquement, c'est du Call of Cthulhu, mais en fait, c'était du freeform. On en parlera un jour. Et donc, Things for the Flood, c'est quoi? C'est donc une suite qui se passe dans les années 90, ce coup-ci, toujours dans la même uchronie, en l'occurrence. Mais où il s'est passé 2-3 trucs pas très ouf. C'est un jeu qui est beaucoup plus sombre, vu que, bon, déjà là, on joue des adolescents. Et alors, je sais plus si c'est... Parce que, bon, après, c'est comme tout, il y a le lore de base, puis après, il y a ce qu'on en fait, on l'adapte, évidemment. D'ailleurs, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais il y a deux univers de base dans le manuel de... dans le manuel de base. Dans le manuel de base, il y en a 2, c'est vrai. Il y en a 2. Donc, un avec le loop situé en Suède et un autre situé aux États-Unis. Boulder City. Voilà. Après, effectivement, par exemple, tu l'as cité, mais dans la version française, il y a aussi une version où le loop est en France. À Aurorville. Voilà. Et voilà, effectivement, par exemple, les 2 campagnes que j'ai faites, il y en a une fois où c'était vers Clermont-Ferrand, l'autre fois c'était en Norvège. Dans l'absolu, ensuite, vous réadaptez l'environnement de base. Un petit village, plus ou moins petit village, dans lequel il y a le loop. C'est les seuls points qui ont l'importance. Après, vous réadaptez un peu l'univers. Tout ça pour dire, dans le cas de Things for the Flood, je ne sais plus si le loop est totalement désaffecté ou s'il y a juste du plomb dans l'aile. Je crois qu'il a carrément été fermé. Alors là, je ne peux pas t'aider. Encore une fois, je ne connais pas du tout. En tous les cas, qu'il soit encore là ou pas, toujours est-il qu'il y a quand même beaucoup d'emplois qui ont été perdus. Ça, je rappelle qu'une bonne partie des emplois de la ville étaient fournis par le loop. Il y a aussi des événements beaucoup plus bizarres qui occurrent. Il y a une sorte de nécrose qui touche les appareils électroniques et les robots. Le cancer des machines. Et il y a justement The Flood. Il y a une espèce d'eau stagnante assez bizarre, dont on ne connaît pas trop l'origine et qui a des effets
assez variable. Là, je dois vous avouer, j'ai volontairement pas noté dans mon script ce qui était noté dans le manuel parce qu'en soi, je trouve ça intéressant ce point-là spécifiquement, de le laisser un peu plus flou pour pouvoir potentiellement faire rebondir dans les écritures des mystères. Mais voilà, il y a des choses beaucoup plus difficilement ignorables qui se passent. Ça n'empêchera pas les adultes de continuer à absolument tout oublier, à tout ignorer, à ne rien voir, certes. Mais voilà. Et il y a un peu plus de danger. L'émerveillement est terminé. En termes de gameplay, c'est foncièrement le même fonctionnement de Tales from the Loop, mais avec quelques différences. C'est pour ça que j'en parle dans le même épisode, parce que ça reste foncièrement le même principe, surtout l'ambiance qui est différente pour le coup, mais il y a quand même des différences d'exécution. Donc bon, déjà, comme je l'ai dit, on joue des adolescents qui ont un âge entre 14 et 19 ans. Ouais. Et c'est intéressant, c'est intéressant. Ça m'a fait sourire le fait que l'âge. J'aurais pensé que la transition était nette entre Tales et Things, mais non, pour le coup, parce que Tales, tu peux aller jusqu'à 15, mais dans Things, tu peux être dès 14. L'âge, pour le coup, a moins d'importance dans Things for the Flood, vu que peu importe l'âge qu'ont les ados, ils vont avoir 14 points à répartir dans les attributs. Ah oui, d'accord. Ouais, et toujours 10 points pour les compétences. Il n'y a plus de points de chance. Comme vous aurez pu vous en douter, là, la chance, ça n'existe plus. Hein. Il n'y a plus de points de chance. Et je pense que c'est pour ça que c'est 14 points pour tout le monde, peu importe l'âge. Oui. Il n'y avait plus ce contre-coup pour l'équilibrage. De plus, les stéréotypes sont plus les mêmes. Mais évidemment, les stéréotypes des enfants sont plus les mêmes stéréotypes que les ados. Et aussi dans le sens où c'est pas juste l'évolution de l'un à l'autre. Il y en a où tu vois le parallèle, bien sûr, mais c'est pas un pour un dans quelle évolution ça. Les autres éléments de la fiche restent les mêmes à une exception. Alors sachant que bien sûr que ça a beau rester les mêmes, les entrées qu'on va donner sont différentes. C'est-à-dire que ce qui peut être un problème quand on est enfant ne doit pas être les mêmes genres de problèmes qu'on va avoir quand on est ado, dans la vie de tous les jours. Mais en termes de type d'entrée narrative, il y a une différence fondamentale, la disparition de la fierté. Dans Things for the Flood, les adolescents n'ont pas de fierté. À la place, ils ont une honte. Intéressant. Je vous avais dit que Things for the Flood, c'était le jeu de la joie de vivre. Ouais, il me semble que tu l'as mentionné. Sachant que là, pareil, j'ai deux exemples, alors qui sont pas rattachés à là, j'ai pas rattaché à un stéréotype précis parce que les deux exemples viennent de stéréotypes différents. Mais je voulais que ce soit ces deux-là que je cite en exemple de honte parce que c'est les deux qui m'avaient le plus marqué et j'étais content de les voir là. Et surtout, c'était intéressant de les avoir en honte. Il me rappellera que l'histoire se passe dans les années 90. Deux exemples de suggestions de honte. Il y a je ne suis pas sûr de mon identité de genre. Et mon corps ne fonctionne pas quand j'essaye d'avoir des relations sexuelles. J'ai deux drapeaux qui me viennent en tête là tout de suite. Ouais. Je ne sais pas pourquoi ceux-là spécifiquement. Ouais. J'aimais bien la représentation. Qui n'est pas si étonnant que ça en 2019, parce que le Things est sorti en 2019, mais qui n'est pas inintéressant d'un point de vue narratif dans un univers qui se passe dans les années 90. C'est d'autant plus d'ailleurs intéressant que ce soit des suggestions pour les hontes. De la même manière que je ne suis pas hétérosexuel est une fierté pour l'excentrique, c'est intéressant. C'est aussi intéressant que je ne suis pas sûr de notre genre. D'un point de vue de gameplay, cependant, la honte fonctionne exactement comme la fierté. C'est-à-dire, une fois par mystère, on peut s'en servir pour relancer sans les états. Après, bien sûr, d'un point de vue narratif, ça va pas donner les mêmes résultats quand même. Et voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que narrativement, je voyais moyen comment ça s'intégrait, le fait d'utiliser sa honte pour réussir quelque chose. Autant sa fierté, je n'ai même pas besoin de réfléchir, autant là, la honte, c'est peut-être parce qu'il est minuit 9, mais je le visualise moins, quoi. J'ai pas d'exemple à te donner. Pourtant, je sais que dans la campagne que j'avais faite de Things, c'était arrivé pour le coup, mais je dois avouer que je me souviens plus l'exemple. Je sais que c'est arrivé, mais je n'ai plus l'exemple en tête. Ok, pas de souci. Non, mais je comprends effectivement, mais c'est aussi pour les personnes qui nous écoutent que dire non, effectivement, ça peut marcher. Ça marche. Une autre différence, cela dit, justement, c'est sur les états. Alors, les états restent les mêmes. Cependant, il y a une règle supplémentaire. À chaque fois qu'un ado atteint l'état brisé, il obtient en plus une cicatrice. Une cicatrice qui peut être physique ou mentale d'ailleurs. D'accord. Encore, c'est assez symbolique. Une cicatrice, sur le principe, ça fonctionne comme une honte à usage unique. C'est-à-dire qu'en termes de gameplay, ça fonctionne comme une honte, mais on peut l'utiliser qu'une seule fois. Et une fois qu'on l'a utilisée, on a guéri de cette cicatrice. Ok. Là, pareil, il faut trouver la justification narrative, sachant que le fait qu'on guérisse de la cicatrice qu'on s'en serve est très important, c'est primordial.
Parce qu'à chaque fois qu'on a une cicatrice, on lance un dé. Enfin, techniquement, on le fait à partir du moment où on en a 2. Il faut D'accord. vite comprendre, parce que si on le fait une fois qu'on a 1, ça n'a pas d'intérêt. Mais il faut faire moins que ton nombre de cicatrices, je suppose. C'est ça, voilà. Faut faire du coup lancer le dé un résultat qui est supérieur ou égal au nombre de cicatrices. Donc, évidemment, quand tu n'en as qu'une, bah, tu es obligé de réussir. Mais dès que tu en as 2, tu lances un dé et tu as intérêt à faire plus ou égal, parce que si le résultat est inférieur au nombre de cicatrices, c'est la mort de l'adolescent. Alors la mort, plus ou moins. C'est-à-dire que ça peut être une mort instantanée, ça peut être l'ado est gravement blessé et meurt à l'hôpital, ça peut être l'adolescent disparaît sans laisser de traces, ça peut être l'adolescent survit mais est affecté par les traumas de telle manière que ses parents décident de quitter la ville, de déménager loin, ou l'adolescent est arrêté par les autorités et placé dans une famille d'accueil ou autre chose. Les adolescents, contrairement aux enfants dont elles peuvent mourir, mais en l'occurrence, ce qu'on appelle mort d'un point de gameplay, c'est pas forcément une mort factuelle, ça peut être un peu plus symbolique potentiellement. Ok. Sachant qu'il y a une... Enfin, c'est pas une tolérance, mais quand même, voilà, qu'il y a un arrangement tacite quand ça arrive, parce que en toute vraisemblance, ça va arriver au milieu d'un mystère. Hein. C'est pas une obligation, parce que cicatrice est à la prison pour s'en prendre dans la vie de tous les jours. C'est même tout le sel de Tales et de Things, d'ailleurs. C'est que parfois, la vie de tous les jours, nous met encore plus dedans que les mystères. Mais toujours est-il que ça peut arriver n'importe quand dans la séance. Et quand ça arrive et que voilà, le dé est échoué et que l'ado est condamné, il peut être arrangé avec l'UMJ de retarder l'échéance pour qu'elle ait lieu pendant le final du mystère ou à la conclusion après le mystère. Ah. Voilà, qui peut d'ailleurs potentiellement se passer plusieurs séances après, parce que le mystère peut être plusieurs séances, voilà, histoire que ça ait plus de sens narratif, quoi, que c'est plus grandiose. Et c'est tout en termes de différence de gameplay sur Things. Donc vraiment, la grosse différence, elle est surtout sur ce qu'on va raconter. Ah oui. Le ton est beaucoup plus sombre. Ce qui, une fois encore, sera beaucoup plus évident en ayant le manuel entre les mains et en voyant les magnifiques illustrations qui peuplent les pages de ces livrets. Eh bien, ma foi, c'est tout pour moi. En conclusion, donc voilà, vous l'aurez sûrement compris, Tales et Things, c'est des jeux que j'aime énormément. Bon, déjà, ils ont une attache émotionnelle. Ça, c'est une chose, mais même sans ça, d'un point de vue de jeu de rôle purement, c'est des jeux que j'aime énormément, que ce soit d'un point de vue de gameplay et d'un point de vue narratif, d'ambiance. Je pense que j'ai bien réussi à faire comprendre que j'adore l'ambiance de jeu, même si je suis incapable de l'exprimer. Mais voilà. Franchement, je comprends que ça ait raflé toute récompense l'année de sa sortie dans le domaine du jeu de rôle. Pour le coup. Et il faut que je regarde la série. Moi aussi, j'avais dit que je la regarderais. Je ne l'ai pas fait. Et franchement, ça fait partie des jeux que j'aimerais bien reprendre un jour, voir en campagne. Qui sait, peut-être les masteriser, parce que quand je couvre, j'ai toujours été que joueux. Mais même, en tant que j'aurais bien envie d'en faire en tant que joueux. Bon, ça dit qui est un leitmotiv de la plupart des jeux que je chronique, notamment sur une certaine catégorie de jeux, donc on aura pu le voir. On a un certain point commun, à savoir donc des jeux que j'aimerais bien rejouer. Tales from the Loop, Things of the Flood, Mask, Libreté. Des PBTA, quoi. Ouais. Alice is Missing aussi, cela dit. Oui. Vraiment, aucun point commun entre ces jeux-là. Il y a des enfants qui meurent, quoi. Non, parce que pas dans Tales, puis dans Mask non plus d'ailleurs. Ouais, si, The Doomed. Ah si, il y a un livret où c'est même annoncé. Voilà. Mais c'est là un cas spécifique, sinon les autres... Oui, mais c'est pas grave. Ça veut dire qu'il y en a qui meurent quand même. Est-ce que ça t'a, toi, donné envie de refaire du Tales from the Loop ou de tester Things of the Flood? Eh bien, pas du tout. C'est vraiment, moi, un jeu qui est derrière moi, et c'est très bien comme ça, quoi. Bon, je garde mes manuels quand même, mais non. J'avais failli en refaire il y a 1 an, peut-être 2, dans une ludothèque qui, une fois par mois, proposait du JDR. Mais il n'y avait pas eu d'inscription, donc au final, c'était complètement tombé à l'eau. Mais j'avais dépoussiéré un scénario du manuel, d'ailleurs, de la France des années 80, je crois. Mais non, moi, vraiment, voilà. Je suis vraiment ailleurs, niveau jeu de rôle. Je trouve que ce jeu est peut-être un peu trop bâtard, en fait. Mais
Faudrait que je m'y remette. En vrai, il faudrait quand même que je réessaye une fois. Parce que je l'appréhendais pas du tout. Notamment le 6e principe. Je considère que il n'est pas faisable tel que le manuel le présente. À savoir, le monde est construit en collaboration. Oui, tu vas dire que ton père fait tel travail et que ton socle c'est machin. Mais en gros, l'influence des joueuses sur le monde, il s'arrête là. Oui. Alors que si on le joue vraiment en jeu moderne, peut-être que on arrive à quelque chose d'autre. Oui. Parce que c'est ça le truc, c'est que alors c'est pour un jeu qui est pas. Oh bordel, j'allais dire c'est un jeu qui est pas si vieux que ça, pas sur 2017, mais 2017 ça fait bientôt 10 ans. Enfin, ça fait 8 ans, c'est déjà pas mal. Ça fait 8 ans, voilà, c'est déjà pas mal. Mais oui, non, je me suis auto-headshot dans la marque que j'allais faire. Mais oui, non, si, quand même, c'est vrai qu'il commence à avoir un petit peu d'âge par rapport à la modernité du jeu de rôle. Voilà, moi je parle. Moi je l'ai fait jouer comme un jeu traditionnel, donc avec une MJ et des joueuses. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai l'impression que. Enfin, j'aurais tendance à avoir cette lecture-là que Tales from the Loop, c'est un jeu tradi assez moderne pour un jeu tradi. Oui, mais non, mais là-dessus, je suis d'accord avec ça. À défaut d'être un jeu moderne. Ben, en fait, moi, le truc, c'est que je trouve qu'il y a un grand écart dans le truc. C'est pas non, l'univers, il n'est pas construit en collaboration. À partir du moment où tu as une meneuse qui invente des mystères et des secrets, tu peux pas dire que le jeu est fait en collaboration, en fait. Ouais. C'est ok, oui, tu vas dire que le père de ton personnage est pompier et que ta mère est infirmière, donc ok, bah pourquoi pas. T'as mis de PNJ et ton socle, c'est je sais pas moi, le gérant du magasin de jeux qui organise des tournois de Magic tous les vendredis, quoi. Bah d'accord, mais maintenant t'as plus qu'une influence sur le monde. Enfin, sur la création du monde, sur le world building, j'entends. Voilà. Donc voilà, ce principe-là, j'ai beaucoup de mal avec. Il faudrait que je réessaye du coup, disant, en fait, est-ce qu'il y a vraiment un MJ? Je sais pas. Tu vois. C'est vrai que c'est une approche, c'est un point qui était pertinent en 2017 pour faire une évolution par rapport à ce qui se faisait. Mais arrivé à notre époque, et notamment au sein de ce podcast, avec des choses qu'on a pu chroniquer, qu'on a prévu de chroniquer, c'est vrai que ça fait un petit peu. Vous êtes sûr de ça? Bah ouais, moi franchement, je lis le manuel, je l'ai lu, hein, donc c'est pour ça que je lis. Je lis le manuel, le 6e principe. Mais moi, je l'ai présenté à mes joueurs. Hein. J'ai lu les 6 principes. Je dis, franchement, le 6e, c'est pas vrai. Hein. Oui. Donc voilà, c'est pour ça. Alors c'est un jeu qui est assez important, assez intéressant. Je comprends qu'il ait raflé des prix, etc. Et moi, j'ai aimé y jouer à l'époque. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il a trop le cul entre deux chaises, en fait. Ouais. En vrai, une version plus PBTA, je pense que ce serait beaucoup plus intéressant. Oui. Enfin, en tout cas, ça serait très intéressant, c'est sûr. Ça ferait du bien à mon cerveau aussi, qui fera une excuse au terme de son paix. Le paradoxe serait réglé. C'est ça. En fait, c'est juste que voilà, mon cerveau inconsciemment règle les problèmes paradoxaux des JDR, c'est comme ça. Voilà. Fais-moi Nostradamus. Non, mais ouais, du coup, je suis assez gêné par rapport à ce jeu-là, quoi. Et du coup, alors peut-être aussi parce que j'ai eu cette expérience désagréable de on va refaire, puis au final ça s'annule. Bon, j'ai pas envie d'en refaire, du coup, maintenant. Mais voilà, écoute, à l'occasion, pourquoi pas, quoi. Mais tester Things en tant que joueuse, j'ai envie de dire, ouais, je le ferai. Mais déjà que Tales, je pense que j'aimerais pas y jouer. Alors que ça me plairait probablement davantage au niveau des principes et au niveau de l'univers moins sombre, en fait, hein, tout simplement. Quoi. Oui. Things ne me tente beaucoup moins de ce côté-là, quoi, en fait. Oui. Voilà. Puis, ouais, non, je sais pas. Franchement, non, remener du Tales, pourquoi pas. Mais jouer à Tales ou à Things, franchement, non, je pense pas. Et toi, du coup, moi, comme j'ai dit avant, j'aimerais bien en faire pour le coup les 4, hein, c'est-à-dire jouer à l'un et à l'autre en tant que joueuse, rejouer et puis masteriser potentiellement. Ouais. L'un des 36 000 projets de campagne que j'avais à l'époque où j'avais la moindre énergie suffisante pour pouvoir masteriser, ce qui reviendra peut-être un jour. L'un des projets, ça avait été de faire
un diptyque Tales Be Things. D'accord. Finalement, ça fait partie des projets qu'on t'a apportés. Et le projet qui a fait véritablement vu le jour, c'est la campagne d'Homme Week à laquelle tu as été joué, Oui. même si elle-même a dû être annulée en cours pour d'autres raisons. En tout cas, elle a le mérite d'avoir eu lieu. C'est dans cette période-là, à la base de cette campagne de Monster of the Week, il va y avoir un diptyque Tales of Things. Mais ouais, c'est dans les trucs. À l'époque, peut-être que ça m'aurait davantage tenté, mais aujourd'hui, franchement, non. Oui, parce que j'ai souvenir que pendant cette période-là, pas longtemps avant, genre quelques mois avant, il y avait des restes de possibilités que tu fasses que toi tu me jettes, je sais plus si c'est du Tales ou du Things, enfin ça avait été dans les discussions. Ouais. Et que finalement t'en avais conclu que t'avais fait le tour de Tales. Mais c'était voilà, au moment de la conclusion, donc oui, je pense que ça aurait pu clairement se faire. Ouais. Et avec les bons arguments. Ah oui, non, ça aurait complètement pu, je suis d'accord, mais aujourd'hui, non, là, vraiment, je suis vraiment ailleurs. Mais ce jeu-là, après, attention, encore une fois, je dis pas que le jeu est mauvais ou quoi que ce soit, c'est juste moi, je suis pas harmonisé avec le jeu, et je suis plus harmonisé avec le jeu, je suis ailleurs. Des fois, on a fait suffisamment d'un jeu, quoi. Oui, absolument. On a fait le tour. Et justement, je m'offre une transition, si tu le veux bien. Oui. Puisque nous avons, comme tu le sais, une question sur la FAQ. Enfin, pour la FAQ, plutôt. Sur la FAQ, ça ne voulait pas dire grand-chose. C'est Anne-Tred qui nous demande « Quel système de JDR aimez-vous le plus ?» Un truc avec plein de dés à la D&D, quelque chose de plus narratif, une narration partagée, sans MJ, etc., etc. Alors, je vais te laisser répondre en première, car il me semble que tu as des choses à dire qui pourraient clarifier la question. Oui, tout à fait. Il faut que je fasse ma chieuse de service. Donc merci de me laisser le faire. Sinon, que serait ce podcast ? Donc, déjà, il va falloir définir ce qu'on entend par système de JDR. Je suppose, parce que l'abus est toujours dans ce sens-là, on confond le système de jeu avec le système de résolution. Donc, je vais développer. Je suppose que c'est du système de résolution dont il est question. Puisque donc, le système de résolution, s'il fallait définir, même si bon, ça va être une définition ad hoc un petit peu, ce serait les règles qui encadrent la résolution des conflits. Donc le système de résolution, c'est les règles qui encadrent la résolution. Waouh. Mais bon, on comprend, si je développe un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est par exemple quel dé je dois lancer, combien de 6 je dois faire sur ce jet pour réussir, pour rester sur cet exemple-là, l'exemple de la divergence. Et donc ça c'est un des systèmes qu'on peut donc entendre par le mot système, et l'autre système étant le système de jeu. Donc pour donner la définition la plus claire et consensuelle possible, le système de jeu, c'est l'ensemble des règles explicites et tacites autour de la table aujourd'hui et maintenant. Ce qui veut dire que entre deux groupes de personnes qui utilisent le même système de résolution, ils n'utiliseront pas le même système de jeu. Je suis totalement d'accord. Donc ça, déjà, voilà, c'est important de clarifier ce premier point, parce que voilà, c'est quel système de JDR, faut savoir de quoi on parle. Mais bon, en général, quand on dit système, c'est système de résolution, mais il ne faut pas oublier que un groupe de jeu va avoir des pratiques différentes et qu'il faut aussi pouvoir avoir un mot pour en parler. Donc, on fait attention maintenant, système de résolution, système de jeu. Ok, ça, c'est le premier point. Maintenant qu'on a défini système, il faut définir qu'est-ce qu'on entend par aimer le plus. Donc, quel système de JDR aimez-vous le plus ? Il faut définir qu'est-ce qu'on entend par c'est quoi aimer le plus. Parce que, est-ce que c'est mon JDR préféré ever ? Enfin, mon système de résolution de JDR préféré ever, mais de toute façon, l'univers, c'est juste pour faire joli. Le système de résolution, c'est ça qui fait le jeu. Alors, au-delà de la posture de troll totalement revendiquée, c'est aussi une défense du JDR 1D. Parce que tu veux faire telle histoire, tu joues à tel jeu, tu veux faire telle autre histoire, tu prends un autre jeu. Donc, tu ne prends pas Cthulhu et tu adaptes. Ça, c'est pour le running gag. Sinon, pour la réalité des pratiques, tu ne prends pas ce que tu veux mettre et tu le fais pas rentrer avec un pied de biche dans Donjons et Dragons. Oui.
Remember les stats de Cthulhu dans Donjons et Dragons. Petite larmichette très radiophonique. Donc, est-ce que c'est mon JDR préféré ever ou est-ce que c'est un système de résolution que j'affectionne particulièrement, même si c'est pas grave que j'y joue pas très souvent. Ça, c'est une réflexion que j'ai eue. Je me suis dit, mais si quelqu'un me demande quel est mon jeu de rôle préféré, est-ce que je suis capable d'en citer un auquel je ne jouerai qu'à celui-là et à aucun autre toute ma vie? Ou est-ce que c'est de dire, j'aime beaucoup l'élégance du système de résolution de ce jeu, même si j'y joue qu'une fois tous les 10 ans. Ouais. C'est pas facile, hein. C'est vrai. Je vais me baser dans cette deuxième catégorie pour le principe, parce que j'aurais du mal, de toute façon, à dire un système que j'aime par-dessus tous les autres, et à côté de ça, les autres n'ont aucun intérêt. C'est une question d'honnêteté intellectuelle, encore une fois. Hein, si je veux jouer à Alice is Missing, je vais pas y jouer avec les règles de Donjons et Dragons. Oui, effectivement, je conseille pas l'expérience. Bah ouais, mais bon, le fait est que je suis sûr qu'il y a des mecs qui en sont capables, quoi. Oui. Notamment aux États-Unis, parce que voilà, les mecs, ils ont appris un jeu de rôle et ils ont du mal parce que c'est un jeu de rôle chiant et horrible qui peut faire des histoires cool, hein, mais dans un paradigme très spécifique. Et ils disent, maintenant que j'ai appris les règles d'un système de jeu, je vais faire rentrer à la truelle ou au pied de biche ou au défragmentateur nucléaire. Ça n'existe pas, mais faut bien imaginer les éléments que je veux mettre, et puis ça rentre, ça passe ou ça casse, quoi. Donc Alice is Missing et Dragon, pourquoi pas. Ok, donc maintenant que j'ai pu définir ces deux termes, je vais peut-être pouvoir essayer de répondre à la question. Ma réponse va être extrêmement décevante. Bon, peut-être que mes définitions étaient mieux au final, on ne sait pas. Ma réponse va être extrêmement décevante parce que je pourrais pas citer un seul jeu de rôle. Moi, je suis très éclectique. C'est-à-dire, je suis pour l'éclectisme. Non, mais je peux en citer 15, sans réfléchir, en fait. Oui, effectivement, plusieurs comme ça. Oui. Ouais. C'est-à-dire, je vais aimer la brouette 2D de Shadowrun qui émule un jeu à spécialiste, où plus t'as de dés, moins t'as de chances de faire de catastrophes. Mm-hmm. Donc, si t'essayes de faire quelque chose pour lequel t'es pas formé, t'as quand même de sérieuses chances de tout casser, quoi. Donc voilà, ça, je trouve ça classe. Alors après, le jeu est vraiment trop touffu, trop crunchy. On est obligé d'utiliser des logiciels pour créer des personnages. Oui. Sur notre campagne de Shadowrun actuellement, je dois faire une préparation avant qu'on commence les séances. Voilà. J'ai 4 onglets d'ouvert, 7 screenshots d'ouvert quelque part. Bah ouais. Non, mais moi je parle vraiment juste système de résolution. Je parle pas système de création de personnages ou quoi que ce soit, mais le fait de dire ok, j'ai 10 dans la compétence, je jette 10 D6. Pour qu'il y ait une complication, il faut que j'ai 5-1, donc la moitié des dés que je lance. Et si j'ai aucune réussite et 5-1, c'est un échec critique. Mais par contre, si je jette un seul dé, il suffit, ou 2 dés, il suffit que je fasse un seul 1 pour qu'il y ait une complication. Et si j'ai pas de réussite à côté, c'est un échec critique. Donc voilà, je trouve là-dessus, je trouve très élégant. Maintenant, bon. Oui. Voilà. Disons que c'est une idée qui est intéressante. C'est une idée qui est super. Pour émuler un jeu de spécialiste, c'est vachement malin. Après, voilà. Après, j'aime beaucoup aussi les jeux où il n'y a pas de système de résolution. J'en ai écrit un d'ailleurs. Oui. Moustache et mousquetaire, ça s'appelle. Vous chercherez. Ouais, je mettrai le lien en description si vous voulez. Il est gratuit, vous pouvez le télécharger, il tient sur une page. C'était mon challenge aussi, que ça tienne sur une seule page. Si je dois modifier quoi que ce soit, il sera sur 2 pages. Donc j'espère qu'il marche en l'état. La narration partagée, bien sûr, j'aime bien. Sans MJ, j'aime beaucoup. Donc là, c'est tout ce qui a été cité. Maintenant, je vais donner des noms de jeux. Je pense que mon jeu de l'amour, c'est Ten Candles. Mais je fais une partie tous les 5 ans, quoi. Ten Candles, tout le principe. Bon, j'ai fait un épisode dessus, vous pouvez aussi aller l'écouter, hein, c'est pas un problème. Mais tout le principe, c'est que si vous réussissez votre jet de dés, vous avez la narration, et vous décidez de ce qui se passe. Si vous échouez, c'est la meneuse qui décide de ce qui se passe, et au bout d'un moment, même si vous réussissez, la meneuse peut essayer de reprendre le contrôle de la narration avec un jet de dés. Ça, je trouve ça excellent aussi. Yep. Le fait qu'au final, les jets de dés soient des enjeux à terme de qui sait qu'à la narration, je trouve ça incroyable. Là, je suis en train de lire un jeu de rôle que je ne vais pas citer parce que c'est potentiellement celui que je chronique la fois d'après. Pareil, tous les jets de dés vont donner une teinte de narration. Oui.
Je sais pas, après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je sais pas, j'aime bien Brain Soda avec ses clichés que tu peux jouer pour faire des trucs. Alors Bimbo, c'est le même ressort. Vraiment, c'est bien le problème. Alors je peux dire des jeux que j'aime pas du tout, par contre, si vous voulez. J'aime pas du tout Warhammer. Alors, bon, c'est pas tout à fait vrai. Je trouve juste que le système ne va pas avec les histoires qu'il est censé raconter. Oui, parce qu'il y a ça aussi des fois, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des systèmes qui sont pas mauvais en tant que tels, mais qui sont absolument pas adaptés pour qu'on le fait, de manière beaucoup plus individuelle. C'est typiquement ce qu'on parlait tout à l'heure sur le sixième principe de Tales, par exemple. Oui. Enfin, une idée cool, mais qui ne marche pas dans le reste des règles. Quoi. Bah ouais, carrément. Non, mais Warhammer, en fait, t'as un personnage, si t'as de la chance, tu réussis à taper, t'as 40% de chance de taper ton adversaire quand tu te bats, si t'as de la chance. Ce qui fait que ça peut arriver sur des combats chiants où personne se touche pendant 10 tours consécutifs. Combat de Stormtrooper. Voilà. Ce qui fait qu'au final, tu te bats, t'as une chance sur 2 de crever. Alors, c'est super réaliste, hein, mais le jeu te demande pas d'être réaliste, le jeu te demande d'être un putain de héros. Donc, ça marche pas spécialement. Je peux te parler des lames du cardinal. Super seul principe, mais si t'as le malheur de faire une campagne et que ton personnage devient plus fort, t'as moins de chances de réussite. L'idée est cool, hein. T'as un jeu de cartes, enfin, un jeu de tarot, mais qui va, au début, ça ressemble plus à un jeu de cartes classique, puis au fur et à mesure, t'as des arcanes qui vont se mettre dedans. Faut que tu fasses des combinaisons de cartes selon ton école d'escrime pour faire des trucs. Donc, par exemple, faut que tu aies 3 griffes, parce que c'est tout par rapport au dragon. Donc t'as griffe, sang, cœur et croc, je crois, ou souffle, ou écaille, je sais plus. Sincèrement, ça m'est égal. Et donc, l'idée, c'est par exemple de dire, faut que tu aies 3 cartes, griffes pour faire 7 bottes de l'école espagnole qui tuent ton ennemi en un coup. Tu fais, ok, c'est cool. Sauf que plus tu vas avancer, plus justement, il va y avoir des arcanes qui sont mises. Et une des premières arcanes que tu vas mettre, c'est échec critique dans ta gueule. Mais du coup, plus il y a de cartes, moins tu as de chances d'avoir la combinaison dont tu as besoin. Oui. Et donc, plus tu montes en puissance, plus tu es faible. Ça, c'est un peu con. Du coup. Ouais, parce que l'univers est giga cool. L'idée d'avoir des cartes et de faire des combinaisons de cartes pour sortir des bots, c'est super intéressant, je trouve. Et en fait, au bout d'un moment, le système se casse la gueule tout seul. Il s'effondre sur lui-même. Mais bon, un jour je parlerai de Koh-Lanta, le jeu de rôle. Ou d'Anima, et on verra à quel point on peut faire des systèmes de merde. Le jour où on fera un épisode sur Anima, vous verrez ce que ça donne quand on parle d'un jeu qu'on n'aime pas. Ouais. Je pense qu'il va falloir s'activer pour le faire. Après, j'avais déjà fait Anima. Ouais, j'étais mitigé sur Survivre au crépuscule. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, tiens, tant qu'on parle de Survivre au crépuscule, ça y est, c'est acté qu'il va y avoir un gros patch du jeu pour le rééquilibrer. C'est cool. Avec Axel Tentacle, si je ne dis pas de bêtises, de Jeudi JDR, qui va mettre les mains dans le cambouis avec Enzo Cavalier. Donc ça a été annoncé. Évidemment, s'il y a une V2 de Survivre au crépuscule, je ferai un hors-série dans la foulée. Oui, j'imagine bien. Parce que j'ai vraiment très très envie que ce jeu fonctionne, en fait, tout simplement. J'ai adoré le principe, mais en l'état, il n'est pas vraiment jouable. Donc, à moins de faire du méta en permanence. Bon, après, le jeu, justement, veut te placer en posture d'autrice pour ne pas avoir trop d'attachement à ton personnage, sauf dans le cas d'un duel, bien sûr. Mais le but, c'est d'être en posture d'autrice et de raconter des choses intéressantes. Mais bon, tout ça pour dire que c'est très difficile de répondre à cette question. C'était beaucoup plus facile de définir les termes. Mais je pense que c'était intéressant quand même de définir les termes. Oui, totalement, oui. Et toi, donc, tu as des réponses faciles ? Pour ma part, oui. Je me suis contenu. Et je me suis contenté de 5 réponses. Enfin, 7 techniquement, mais parce qu'il y a deux duos. Et pourquoi je me suis contenté de ça, c'est qu'en gros, j'ai pris des jeux qui étaient que je mettais sur un pied d'égalité dans mes préférences, parce que c'est des jeux qui sont assez différents, tu vois, pour le coup. Oui. Qui vont pas éveiller les mêmes choses. Donc je considérais que ces 5/7 jeux sont mes préférés en l'état, et je vais venir après. Ces jeux sont, Tales from the Loop et Theme for the Flood, quoi, on a bien fait de la faire maintenant. Mask, une nouvelle génération.
pour la représentation BBTA. Coucou. Alice is Missing. D'ailleurs, il faut que je trouve un moyen de refaire de Alice is Missing. Il faut que je m'y attelle. Stigmata, The Signal Kill Fascist. Ça aussi, il va falloir en refaire. Avec beaucoup plus d'entrain d'ailleurs. On a posé un début de campagne. Est-ce que c'est temps de la continuer? Bon, je sais que ça ne dépend pas de toi, attention. La personne se reconnaîtra. Voilà. Et pour finir, alors j'ai mis les deux ensemble, hein, Anamnesis et Death of the Author. Oui. J'ai voulu mettre les deux ensemble. Après, si je devais en choisir entre les deux, je pense que ce serait ça, Death of the Author. Mais quitte à en citer plusieurs, je voulais citer ces deux-là. Parce que, bon, quand même, Death of the Author reste un arc d'Anamnesis malgré tout. Oui, mais plus abouti, je trouve. Oui, bah, il y a des trucs supplémentaires. Oui. Il n'y a pas grand-chose qui a été supprimé, mais il y a des choses qui ont été rajoutées. Ah, Donc, c'est oui, ça. ça fait quelque chose de plus complet. C'est ça. C'est ce que je voulais dire, en effet. Mais même en termes de thématique, c'est une thématique qui me parle plus, celle de Death of the Author. Plus que les deux me parlent beaucoup, hein, j'ai mis les deux dans mes préférés, mais c'est vrai que Death of the Author est vraiment un jeu. J'ai lu le pitch, je me disais, ok, je l'achète, je le télécharge, je le joue et j'écris l'épisode. Oui. Mais voilà. J'ai un point à faire là-dessus, pour le coup. J'ai précisé, parce que j'ai techniquement une liste non exhaustive à situer par l'exemple. J'ai dit justement, ça c'était mes jeux préférés pour l'instant. Ouais. Il est évidemment pas exclu que j'en découvre d'autres avec le temps que j'adore. Enfin, là, dans la liste que j'ai donnée, il faut quand même se dire que Death of the Author, j'ai découvert il y a 5 mois. Stigmata, il y a 8 mois. Et Anamnesis, il y a 1 an et demi. Donc, vraiment, on n'est pas à l'abri d'un changement. Et justement, j'ai regardé dans ma liste de jeux à tester. Une liste non exhaustive, mais pour vous situer un petit peu des choses qui me hype, de jeux qui ont de très grandes chances d'arriver dans cette liste une fois que je les aurai testés. On a des jeux comme Héros d'Argile Renaissance, ou Nobilis, ou encore Reimagine, jouer avec les fanfictions. Parce que oui, quand vous faites des suggestions, je les écoute assidûment. Coucou à Sandrone. Ouais, voilà, notamment. The World We Left Behind, histoire de rester sur du Sam Lake. White Scent, 2 étés que j'ai toujours pas testé, il serait temps que je m'y mette, de Comme Martin. Ah oui. Voilà, ça pareil, il faudrait que je joue un moyen. Et City of Mist, voilà, une petite liste de choses que je n'ai pas encore joué, mais qui auraient de très grandes chances de me plaire énormément. Moi, il y a un système de jeu de rôle dont j'ai pas parlé, et ce serait bien que je le fasse, en fait, parce que celui-là, j'ai trouvé très très atypique. Je sais pas si il rentre dans mes préférés ou que sais-je et tout, mais je l'ai vraiment trouvé extrêmement atypique. C'est Dieux ennemis de John Wick, donc l'auteur de 7e Mer, entre autres, et un des plus grands haters de Donjons et Dragons du monde, soit dit en passant. Donc, a priori, quelqu'un de bien. Dans les faits, peut-être un petit peu moins, mais voilà. Attention, je n'ai pas de gros dossier sur John Wick, juste il déteste Donjons et Dragons au point de ruiner les parties des gens en convention. Voilà, c'est tout. Ça ne va pas plus loin que ça, les griefs que j'ai à lui faire. Je m'inspirerai de commentaires. Non, mais enfin, ruiner. C'est-à-dire, il joue son personnage d'une façon pas donjonesque. Voilà, c'est ça que j'entends par là. C'est pas... Oui, non, voilà. Je me doute bien, mais... Bon, bref. Toujours est-il que dans Dieux ennemis, on joue des héros. Mais des héros au sens classique du terme. Hein. Le jeu s'appuie beaucoup sur le héros aux 1000 visages de Campbell. Mais pas que, parce qu'en fait, il explique que ce que théorise Campbell, ça avait déjà été un petit peu repris, enfin déjà un petit peu travaillé un siècle avant par un autre auteur dont j'ai complètement oublié le nom par contre. Il faut pas m'en vouloir, il est pratiquement 1h du matin, je suis fatigué. Mais en fait, on joue un héros accompli. On joue pas un héros en devenir ou quoi que ce soit. On joue un héros qui a déjà battu un monstre. Alors battu avec le sens qu'on veut bien lui donner et monstre avec le sens qu'on veut bien lui donner. Là, encore une fois, c'est un jeu d'intellectuel masturbateur. Notre personnage sort pas de nulle part, n'aspire pas à la foule. Non, c'est des héros à tel point qu'ils ont attiré l'attention des dieux. Et ça tombe bien, parce que on joue un héros, mais on joue aussi un dieu, mais pas en même temps. Alors, oui, je vois. Évidemment, le manuel insiste très lourdement sur le fait que... Donc, je crois que de base, il y a 7 dieux, mais tu peux créer ton panthéon comme tu veux. Par exemple, si ton personnage, c'est un guerrier, il te recommande vraiment, vraiment, vraiment de ne pas jouer le dieu de la guerre. Ouais.
Voilà, pour ne pas juste te retrouver à juste favoriser ton personnage, éventuellement, ou quoi que ce soit. Et donc, Bien sûr. en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'à n'importe quel moment, un dieu peut dire « Ah bah tiens, j'aime bien ce que fait ce mortel, je vais l'aider », et donc lui donner des dés en plus. Alors, c'est par rapport à la dévotion du mortel envers lui. Ou bien un autre dieu peut dire « Ah non, je te laisse pas l'aider, parce que lui, il m'a offensé, donc je suis pas d'accord. » Enfin voilà, c'est-à-dire en fait, on joue la partie terrestre, on va dire, où il y a la bataille, machin et tout. Alors en plus, le jeu est, on va dire, narrativiste. Tu jettes des dés, mais si tu décris des éléments, et tu as une dialogue limite à ce que tu peux décrire, en termes de nombre, hein, j'entends, pas en termes de faisabilité, parce qu'il faut que ce soit accepté quand même, hein, eh bien, tu vas te rajouter un dé en plus à chaque fois que tu décris quelque chose. Genre, si tu frappes par surprise un gars en frappant de plus haut et qu'il y a du bruit en même temps qu'attire son attention ailleurs, tu vas avoir 3 dés en plus. Tu t'attaques par surprise, son attention est attirée ailleurs et tu frappes de plus haut. Plus, a priori, tes capacités martiales et peut-être ta dévotion au dieu de la guerre, avec moyennement peut-être d'autres dés en plus que le dieu de la guerre va te donner. Voilà. Donc ça, c'est le principe du jeu, quoi. Et donc tu vas faire cette action-là, et hop, le temps s'arrête, et les dieux peuvent discuter entre eux. Ils sont pas du tout sur la même temporalité, en fait. Ils peuvent dire « Ah, c'est sympa », comme s'ils faisaient pause, qu'ils regardaient un film et ils faisaient pause, tu vois. Et donc ce truc-là est super intéressant. De devoir à un moment changer de perspective, dire « Bah non, là, je joue des dieux, et je juge les actions des autres d'une autre perspective, quoi. Je trouve ça assez intéressant. » Non, effectivement. Voilà, donc un système de résolution et de jeu, pour la peine, assez atypique et assez cool. J'avais fait une mini-campagne en 3 séances, qui était celle du manuel. Hein. Le problème de ce jeu, en fait, c'est qu'il vaut extrêmement cher. T'as un supplément pour chacun des dieux de la base, donc il y en a 7, hein, je rappelle. Chaque supplément est à 30 balles, je crois. Alors ça te donne une partie du monde, des quêtes, des machins, des trucs et machins. Voilà, moi j'ai le manuel de base, si tu veux, je dis voilà, c'était très bien. Ça fait un peu beaucoup, je trouve, quand même, mais bon. Ouais, sachant que c'est de la couverture souple, enfin bon, voilà, après voilà, j'ai envie de dire. Mais bon, je voulais quand même le signifier, parce qu'il est évident que j'en parlerai pas, enfin je chroniquerai pas en tant que tel dans le podcast, donc c'était pas mal de pouvoir en parler là. Effectivement. Ok, autre chose à dire sur la question ou... Non. Bon, je vais peut-être faire mon teasing pour le mois prochain. Ouais. Ça, c'est sous réserve que j'ai le temps de finir de lire le jeu et de le tester. C'est pas sûr, c'est pas gagné. On va voir. Mais bon, on va être optimiste. Sinon, ce sera autre chose qui n'aura rien à voir, et je le préciserai au début de l'épisode. Ces gens qui testent leur jeu avant de le chroniquer. Ah bah là, ça va être nécessaire. Je t'avoue que ça va être absolument nécessaire. Donc, je dirais simplement que, à la manière de The Mustang, c'est un jeu qui va parler du fait d'attendre. Bon, pas que, il y aura aussi de la baston à la fin, vous inquiétez pas, mais... Oui. Voilà, c'est un jeu qui se centre sur l'attente avant la bagarre. Très intéressant. Ouais. Très intriguant et très intéressant. Bon, de toute façon, si j'en parle pas le mois prochain, j'en parlerai dans 3 mois, y a pas de souci, c'est en projet, y a aucun problème. Mais voilà, bon, un mot de la fin peut-être, Alice ? Écoutez toujours votre curiosité. Même si elle vous tue. Oui, parce que c'est la règle, c'est comme ça que ça se passe. Bah, si vous gardez votre âme d'enfant, vous ne pouvez pas mourir. Bon, et bien, des bisous, et puis bah, portez-vous bien, ne vous faites pas dévorer par le cancer des machines. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Oui. Bisous, bisous. Bisous, bisous.
Ah, ces pauvres œufs qui sont derrière la charrue. Incroyable. Ah, on fait pas d'omelette sans en casser, mais enfin quand même. Bah non. Voilà. Faudra attendre le mois prochain pour briser des œufs. De toute vraisemblance. Peut-être. Elle est un petit peu technique celle-là même.